chose. Une personne qui se sent brisée, moi je vois pas une personne brisée, mais je vois plutôt une personne forte. Alors oui, elle a le sentiment d'avoir été brisée, mais moi c'est pas comme ça que je la percevrais. Mais je dirais plutôt qu'une personne qui est considérée comme brisée est une personne dont la carapace, le masque a été fissuré et brisé, et il y a un espace qui s'offre à elle pour être dans un éveil de sa spiritualité et de son âme. Parce qu'en réalité, ce qu'on a brisé, c'est pas elle, mais on a brisé une image en fait. Une image qui aurait été un piège pour elle. Si elle n'avait pas été brisée, elle aurait porté un masque parmi les masques que la plupart des gens portent, et c'est ce masque-là qui est brisé. C'est le masque de l'ego et du narcissisme. Donc pour moi, être brisé est une opportunité d'éveil intérieur, comme une coquille en fait qu'on casse, tu vois, pour libérer, j'ai envie de dire le poussin, parce que dans coquille c'est un poussin. Donc j'estime que les personnes brisées sont les personnes les plus à même euh, d'être elles en fait. Elles ont une opportunité. Être brisé, c'est une opportunité, moi, pour moi. J'estime que j'ai fait partie des personnes brisées et je suis très content d'avoir été brisé. Parce que maintenant, j'ai pas envie de jouer au théâtre et de porter des masques. J'ai envie d'être moi-même. Et voilà quoi. Et de m'accepter avec mes défauts, mes faiblesses et tout. Et j'ai pas envie de porter de masque. Je pense que si je n'avais pas été brisé, bah, comme tout le monde, je dis pas vous à tout le monde, hein, je dis comme tous ceux qui n'ont pas été brisés, bah, je serais amené à porter un masque. Le masque que la société elle m'impose, le conditionnement, etc. etc. En croyant qu'en étant comme ça, ben, je suis bien en fait, parce que je suis dans la norme. On se retrouve un peu dans Matrix en fait. C'est des petits robots qui sont là comme des piles dans un système. Donc pour moi, être brisé, c'est pas moi qui suis brisé en fait. C'est cette image dans laquelle je me projetais en fait, ce masque dans lequel je me projetais, ce costume de super-héros peut-être, ou de personne idéalisée dans ma tête qui a été brisé. Mais pas le vrai moi, au contraire. Ça me permet justement d'être moi-même en fait. Cette chose-là doit être brisée. Vous voyez que ça change tout quand on dit ça, hein. Donc finalement, j'estime que les gens brisés ont une chance incroyable et qu'ils devraient avoir de la gratitude par le fait d'avoir été brisés. Parce que ce n'est pas la personne qui est brisée, c'est l'ego qui est brisé. C'est le miroir narcissique qui est brisé. Quelle chance, quel cadeau. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Donc il faudrait soigner son estime de soi et se détacher du résultat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre valeur intrinsèque n'a rien à voir avec le résultat. Donc, donc le soin ici, c'est quoi? C'est d'enlever de notre tête le fait que notre valeur est conditionnée par le résultat. Et ça vient de l'école. Et ça peut venir d'une certaine éducation parentale. Quand on éduque un enfant, quand on le valorise qu'à partir du moment où il a le résultat voulu par les parents, alors on conditionne, on revient au behaviorisme, on conditionne l'enfant. C'est vraiment un conditionnement. On conditionne l'enfant à considérer, donc ça devient une croyance dans sa tête, que le seul moyen d'être aimé, apprécié, validé, c'est par la réussite. C'est par la satisfaction des autres en fait. Si vous vous dites ça, ça va être compliqué pour le reste de votre vie. Donc nous, ça fait partie aussi des objectifs de ce que je fais avec vous ici. Ok, je vous forme pour l'accompagnement, mais on se soigne nous aussi. Et j'ai pas dit vous, j'ai dit nous. Parce que je suis comme vous un être humain, donc il y a des choses sur lesquelles euh, je travaille, je continue de travailler, je continuerai de travailler jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça. Donc première chose ici à avoir en tête, c'est attention. Ne pensez pas ou retirez de votre tête ce conditionnement qui implique plutôt le fait que c'est en fonction de votre résultat ou de vos résultats que votre valeur est définie. Non. On peut avoir des personnes qui ont zéro à l'école, mais ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas de valeur. Mais dans le monde dans lequel on vit, un enfant qui a zéro, même les profs, hein, dans les notes qu'ils font, dans ce qu'ils vont écrire, les parents, dans les remarques qu'ils vont faire à l'enfant, mais t'es bête, j'utilise pas l'autre terme avec C-O-N, hein. T'es bête, je sais pas quoi, ceci, cela, tout ça, ce sont des paroles qui sont amenées à détruire cet enfant.
à briser son estime de lui. Donc il faut vraiment accompagner les personnes adultes que vous aurez en consultation, mais même les enfants, il faut vraiment leur expliquer qu'en fait le résultat ne dit rien de toi. C'est pas parce que tu as un zéro que tu es nul, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas intelligent, non. C'est un exercice que tu n'as peut-être pas compris, qui a peut-être été mal expliqué, ou qu'on doit te réexpliquer, mais c'est qu'un exercice, ça ne dit rien de toi en fait. Ta valeur n'a rien à voir avec ça. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Moi, j'ai été prof, hein. Moi, j'étais sensible à ça parce que j'ai souffert à l'école et tout. Donc, je faisais très attention à ça, de ne pas stigmatiser en fait les élèves sur base de leurs résultats. Mais je peux vous dire que durant mes 7 années dans les écoles, j'en ai vu des élèves brisés, considérés comme des cancres. Parce qu'il y a des classes spéciales pour les élèves qui ont redoublé et tout. Et même la classe, ils mettent la classe et ils savent très bien, eux, ces enfants-là, ils sont pas bêtes, hein, même si certains avaient 12-13 ans, qui sont dans des classes pour eux, hein, de teubés, hein. Mais pour moi, ce n'était pas des teubés. Il y en a même un avec lequel j'ai eu vraiment un accrochage au début, parce qu'il a résisté à mon autorité de prof. J'ai, Comme il était, j'ai usé d'abord de la force, puis je me suis dit, c'est pas la bonne méthode. Donc après, j'ai travaillé différemment avec lui. C'était celle de... La force, c'est la sanction, hein, se prendre le journal 15, s'enlever des points. Je ne lui ai pas enlevé de points finalement. Puis après, je me suis dit, lui, c'est pas comme ça que je dois. Ça se voit que c'est un écorché de la vie. Il faut que je lui donne de la rahma et de l'amour. Et donc, j'ai commencé petit à petit à être gentil, voilà, à faire très attention au niveau émotionnel, avoir des paroles qui donnent de la force et tout. Et je me souviens que j'avais donné un exercice tout en les valorisant. J'avais fait d'abord un speech pour eux, les valoriser, que ce n'est pas des cancres et tout, parce que je pensais que c'était important. Et subhanallah, je lui donne un exercice à un certain moment. Il m'a bluffé, moi. Pourtant, il est dans une classe de soi-disant teubé. Et cet exercice-là, je l'avais donné à des élèves qui avaient 15 ans dans une école dite parmi les écoles à Bruxelles d'élite. Et il arrive à me trouver une réponse. C'était un truc avec voilà, des jeux, mais liés c'était des thèmes religieux, mais c'était des exercices avec des questions et des jeux sur la religion avec des mots à trouver. Et il arrive à me trouver un mot que des élèves de 14-15 ans galéraient à trouver. Et quand il a trouvé ça, moi-même j'ai été surpris. Je me suis dit, il a trouvé. Et je lui ai dit une parole, subhanallah, dès que je lui ai dit cette parole-là, le reste de l'année, quand je l'ai eu, j'avais plus le même élève. Devant tout le monde, et c'est important de le dire devant tout le monde. Qui casse en fait les croyances qu'il avait par rapport à sa personne et sa valeur. Je lui ai dit, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Il me regarde comme ça, il dit pourquoi? Parce que lui, voilà, il fait juste l'exercice. Je lui dis, tu sais que l'exercice qu'on vient de faire là, il y a des élèves dans des écoles d'élite, parce que j'avais plusieurs écoles d'élite, qui ont 14-15 ans, toi t'as quoi, 12-13 ans, il avait peut-être 13 ans, qui n'arrivent pas à trouver le mot, ou ça leur prend un temps fou. Toi, en 5 minutes, t'as trouvé. Je dis, t'es un génie en fait. Je dis, wow. Vous savez, le fait que je lui ai dit ça, moi, après, j'ai vu l'impact de mes mots sur lui. Quand je lui ai dit ça, je vous promets, moi, je les avais une fois par semaine. Les cours qui ont suivi, déjà en termes de discipline, il était mais d'une gentillesse et d'une discipline déjà incroyable. Donc, j'avais plus la tête dure là qui résistait au prof et qui était en mode rebelle. Fini, plus de rebelle du tout. Le rebelle a disparu. Et en même temps, quand je donnais un exercice, il s'y mettait à fond, vraiment à fond. Alors que le tout premier exercice que j'avais donné, il était en mode, c'est pour ça que je me suis un peu fâché sur lui, c'était en mode je m'en foutiste. Donc ça c'était le tout premier exercice que j'avais donné, un peu je m'en foutiste. Après quand on a eu un peu le clash, on va dire ça comme ça, ben, voilà, ça l'a un peu marqué. Et puis j'avais fait le speech, puis il a quand même voulu faire celui où il a trouvé cette réponse. Je lui ai dit waouh, mais après ça, même l'examen, je fais un examen, il répondait, il levait la main quand il ne comprenait pas peut-être une question, monsieur, ça. Et je voyais qu'il voulait en fait. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est incroyable. Comment on peut faire ça en fait? C'est pas juste. Comment on peut détruire en fait? Tu as des élèves qui ont un potentiel peut-être dingue, mais qui ont été broyés par le système, qui ont été broyés par un système ce qui compte, c'est les points, les résultats. Et on ne prend pas l'être humain en considération avec ce qu'il est, son vécu, ses difficultés, voilà, et toutes les épreuves. Parce que l'élève, avant d'arriver en classe, il a une vie. Il vit dans une famille qui peut-être dysfonctionne. Il vit peut-être des rabaissements à l'école. Il y a plein de choses qui se passent. Et quand il débarque, il débarque avec le poids de son histoire. Mais non, un prof traditionnel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est juste là pour remplir la tête des enfants et puis mettre des points. Et points après, où vous savez comment ça se passe en classe, un élève qui a des mauvais résultats, il est peut-être moqué. Il est vu comme étant bête, etc., etc. Je vous passe les remarques quand les bulletins sont remplis. Les profs écrivent dans les cases. Je vous passe les
les réunions avec les parents, en fait, où vous avez le prof qui va dire des choses pas très agréables devant l'enfant aux parents. Donc tout ça, pourquoi je vous dis tout ça, c'est pour répondre à la question ici de Rajar qui dit du coup, il faudrait soigner son estime de soi et se détacher du résultat. Oui, le résultat, il dit rien de moi, de ma valeur, je dis bien. Il dit rien. Peut-être que ce domaine, il n'est pas fait pour moi. Peut-être que Allah, subhanahu wa ta'ala, pas peut-être, hein, Allah a d'autres plans pour moi, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi tel et tel examen. Prenons mon exemple. En général, en maths, j'étais très très bon. Plus jeune, j'étais bon, j'ai même eu un prix en 6e primaire, un prix en mathématiques. Donc tout ce qui était logique, ça allait. Mais dès que je me suis retrouvé j'ai commencé à goûter à la dépression. C'était au lycée, ça a commencé au lycée. Lycée, c'est ce qui correspond chez nous en Belgique, on va dire à la 4e secondaire. Donc les 3 dernières années qui restent. Ben là, c'est fini, les résultats, ils ont chuté dans tout, même en mathématiques. C'est tout, moi, à l'intérieur de mon cerveau, j'arrivais plus à. Et finalement, j'étais tellement mal dans ma peau que les résultats, ils chutent. Et heureusement, je ne serais pas avec vous aujourd'hui ici si les résultats avaient été bons. Donc finalement, est-ce que ces résultats, ils disaient quelque chose de moi? Oui, ils disaient des choses. Ils traduisaient mon mal-être peut-être. Le fait que je n'étais pas bien. Ça peut être ça. Mais mon mal-être, c'est pas moi. C'est pas ma valeur. Mais finalement, j'ai pas atteint l'objectif que je devais atteindre. L'année du bac, j'ai pas réussi au mois de juin. Donc au mois de septembre, je pouvais me rattraper. Donc j'avais 5 examens, mais j'avais plus psychologiquement, j'étais cuit. Impossible de lire une ligne. Donc résultat, j'ai arrêté quoi. J'ai même pas été passer des examens, donc j'ai raté l'année du bac. Donc ça c'est le résultat. Ça dit quoi de moi à ce moment-là? Je me disais quoi? Je me disais ce qu'ici, hein, pas de valeur en fait. T'es nul, pas de valeur, tu vas finir comme un clochard, tu vas rien faire de ta vie, etc., etc. C'est ce que je me disais. Il y avait des pensées comme ça qui traversaient mon esprit. Mais Allah avait ses plans. Et les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont parfaits. Donc finalement, est-ce que je regrette cet échec? Non, au contraire, je le vois comme une bénédiction. Et aujourd'hui, si j'avais le choix en fait de modifier ça, c'est-à-dire de venir avec Abu Bakr d'aujourd'hui et d'aller chez l'autre et dire non, non, il faut, t'inquiète psychologiquement, je le coach, on va dire, et qui réussit le bac, non, non, je veux pas ce bac. Il me fallait pas le bac. Parce que si je l'avais eu, j'aurais fait d'autres études. Je voulais faire ingénieur en informatique, électronique. Et aujourd'hui, quand je réfléchis, c'était pas mon rêve à moi en fait. Ça me parlait peut-être, hein, parce que j'aime bien l'informatique, l'électronique, mais dans ce que je fais et ce dans quoi je suis, c'est inégalable en fait, inégalable. Donc voilà, dans l'exemple que je vous donne en prenant ma personne, moi je me disais que c'était le résultat, il définit ma valeur. C'est ce que je me disais. Aujourd'hui, je me dis plus ça. Et mon message, il est aussi celui-ci, à savoir de dire à toutes les personnes, ne confondez pas les résultats avec votre personne et votre valeur. Résultat, c'est une chose, votre valeur, c'est autre chose. Et tant qu'on ne sera pas amené à nous défaire de ça, on se met en difficulté, on crée trop de stress en fait. Parce que si je rate, l'échec est égal à l'échec de ma valeur, de ma personne. C'est chaud, hein. Tirer un penalty en me disant, si je le rate, je meurs, c'est vie ou mort, je vais avoir peur avec ce penalty. Hein. Tandis que si je le tire, c'est qu'un essai, c'est pas grave, tranquille, je le tire, je rate, c'est pas un problème, c'est pas la fin du monde. Donc voilà par rapport à ça. Alors perso, c'était pas lié à mon estime, enfin je crois. C'est ce que je me disais, que le résultat positif veut dire que l'objectif est atteint, mais maintenant je me dis le chemin vers l'objectif est le résultat, car l'apprentissage est le chemin. Oui, sauf que quand tu te dis, quand on se dit voilà, des fois on a un objectif et le but c'est simplement de l'atteindre, on ne cherche pas à atteindre un objectif juste comme ça. On recherche toujours à atteindre un objectif par rapport à ce qu'on croit récolter de cette réussite. Que ce soit en termes de bien-être, que ce soit en termes de facilité dans la vie, que ce soit en termes aussi de validation de soi. Donc le résultat positif, il y aura toujours une part pour moi psychologique. Il y aura toujours des bénéfices psychologiques dans nos projections en fait. On va toujours se projeter avec des bénéfices au niveau psychologique. Même si l'objectif est mondain. Même s'il est lié à une réussite, on va dire, pour pouvoir, je sais pas moi, quelqu'un qui a un projet, un objectif, de pouvoir gagner sa vie sans travailler pour un patron. Donc, mais il y a aussi, c'est-à-dire que si la personne elle réussit à atteindre ça, ben oui, ça va faciliter sa vie, mais c'est plus de travail, hein. Quand on travaille pour soi, je suis bien placé pour le savoir.
La charge mentale, émotionnelle est beaucoup plus grande, parce que je me souviens quand je travaillais euh, pour la commune, donc c'est l'équivalent de la mairie en France, tu as fini le boulot, c'est bon, tu rentres à la maison, c'est fini. Moi, là, il n'y a pas de c'est fini. Le boulot, il est toujours là. Il t'accompagne partout. Même quand j'étais à Zanzibar, j'y pensais, je réfléchissais, j'étais dans plein de trucs. Donc, je n'étais pas à 100% à Zanzibar. Tandis qu'à l'époque, quand j'étais éducateur ou prof, une fois que c'est fini, je suis en vacances en fait. Il n'y a plus rien, c'est bon. Donc, ça, c'est déjà cet élément-là. Donc, quand bien même, voilà, il y a cette réussite, ben, il faut comprendre que c'est bien, hein, ça, c'est voilà, alhamdoulilah, ça permet à la personne de définir les choses selon, on va dire, sa mission de vie, la chose qui touche notre cœur. Mais il y a le psychologique aussi. Parce que si on n'y arrive pas, on aura le sentiment d'être nul, de ne pas être capable, etc., etc. Et quand on y arrive, ça valorise. C'est-à-dire qu'on se sent, on se dit, alhamdoulilah, j'ai atteint l'objectif, donc je suis capable, j'ai des compétences. Donc il y aura le psychologique, il est toujours là. Alors pour se détacher du résultat, prendre conscience que le résultat appartient à Allah et que nous devons mettre les causes à la hauteur de nos capacités. Oui, il faut justement en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est ce que j'enseigne dans la plupart des cours, c'est que le résultat ne nous appartient pas, mais que le résultat dépend des plans divins. Donc à partir du moment où j'ai conscience en fait que le résultat ne dépend pas à 100% de ma personne, même s'il y a le libre arbitre et mes causes, hein, donc les causes je dois les faire, se dire ça, c'est déjà prendre de la distance, se protéger si vous voulez, du fait de ne pas arriver au résultat. Parce que si on n'y arrive pas, on va dire Qadar Allah, j'ai fait les causes, j'ai fait les efforts et tout, c'est qu'Allah estime que le bien est ailleurs. Et je ne vais pas me dire t'es nul, c'est parce que t'es nul, t'es une personne sans valeur, etc., etc. Je ne vais pas me dire ça. Je vais me dire j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai suivi les causes, j'ai fait les causes, j'ai suivi le protocole. Le résultat n'est pas venu, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Donc quand on se dit ça, on se protège. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas reposer sur nos épaules, en fait, le poids, la charge de la réussite. On se dit plutôt que cette réussite, elle dépend de mon Seigneur, en fait. Moi, je fais les causes parce que je suis obligé, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fera en sorte que j'atteindrai ou pas le résultat en fonction de sa sagesse. Donc notre foi, elle nous protège. Elle nous décharge de ce qu'on pourrait être amené à apporter qui va se retourner contre nous en matière d'estime et de confiance en soi. Donc je ne me dis pas à ce moment-là, si j'ai cette croyance-là, la croyance que nous avons les musulmans, que le résultat est entre les mains d'Allah, je ne me dirai pas à ce moment-là, c'est de ta faute, t'as mal travaillé, ou t'es nul, ou t'as pas de valeur. Je ne me dirai pas ça. Je me dis, Qadar Allah, Allah il a tranché, j'ai fait mon maximum, c'est que le bien est ailleurs. Vous voyez donc comment ça... Se dire ça, c'est-à-dire avoir cette croyance qu'on a nous protège. Et d'ailleurs au niveau étymologique, l'iman, amana en langue arabe, qui est le verbe en langue arabe qu'on utilise pour parler de la foi, au niveau étymologique, c'est mettre quelqu'un en sécurité. Je répète, amana, qu'on utilise, c'est le verbe qu'on utilise pour dire il a cru. Amana, il a cru. Le verbe, au niveau étymologique, veut dire mettre en sécurité quelqu'un, mettre à l'abri de la peur. Ça veut dire que notre foi, quand elle est bien intégrée, elle met qui en sécurité? Elle nous met nous-mêmes en sécurité. Et en sécurité par rapport à quoi? Notamment les choses que j'ai citées ici. Quand on a la foi, elle est bien ancrée, ben on est en sécurité par rapport, on se sent en sécurité par rapport au futur. On sait que c'est entre les mains d'Allah, que c'est Allah al-Razzaq. Donc ça aide par rapport à ça. Ça nous met en sécurité aussi par rapport à, quand je dis la peur, c'est la peur excessive. La tristesse excessive. La colère excessive. Tout ça, ça nous met à l'abri. La foi nous met à l'abri de cela. Plus la foi est grande, moins il y aura de peur, moins il y aura de tristesse. Quand celle-ci elle faiblit, que notre croyance en fait elle faiblit et que de nouveau on se retrouve à dire, à penser que tout repose sur nos épaules, ben là on est en danger. Là la peur elle atteint un pic très haut, la tristesse aussi, la colère aussi. Vous voyez en quoi la foi elle joue énormément là-dessus. Alors oui voilà, mais je le disais en théorie, mais j'avoue qu'en pratique c'était très compliqué de l'accepter, lol. C'est renforcer son tawakkul et comme le dit Bakr, changer son intention. Exactement. L'intention, elle compte énormément. L'intention et la croyance. Hein. Donc, je prends deux éléments qui vont vous aider. C'est la croyance, dès le départ. Donc, la croyance, très important. Et puis, l'intention. Et l'intention dépend de la croyance. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Intéressant. Tellement vrai, on dirait que l'on ouvre une boîte de Pandore. Pour moi, c'est une sacrée boîte de Pandore. Parce que je pense que dans l'éducation
Je dirais même que ça s'est mondialisé. Ouais, je pense qu'il y a même... c'est mondial en fait, que les enfants sont éduqués en fait, en confondant résultats et valeurs personnelles, estime de soi. Ou en tout cas, quand je dis en confondant, c'est en pensant que le résultat est ce qui dit de ma personne. C'est-à-dire si j'ai 0/20, ben, en termes d'estime de... j'ai zéro valeur en fait. Zéro valeur. Donc c'est quoi ma cote, moi, Aboubak? Ma valeur, c'est 0/20, parce que j'ai eu 0/20. Si j'ai 20/20, alors je suis formidable. Pour moi, c'est dangereux pour la personne qui a 0 et c'est dangereux pour celui qui a 20. Les deux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que celui qui a 20, le jour où il n'aura plus 20, ben, il va se dire quoi? J'ai plus de valeur. Et celui qui a 0, ben, lui déjà, il est dans un état de se dire ben, j'ai pas de valeur à la base. Donc on va avoir des personnes qui vont courir toute leur vie derrière le 20/20, la perfection. Et ce sera jamais assez en fait, où il faudra toujours être au top, et c'est pas possible pour un être humain. On ne peut pas avoir 20/20 tout le temps. Et donc ce sont des personnes qui vont se cramer, c'est les premiers de classe qui arrivent à embaucher des bons postes, qui cherchent à faire carrière et qui se retrouvent dans le burn-out en fait. Parce que toujours réussite, réussite, c'est comme une addiction à la réussite, réussite. Parce que si elles ont le malheur de vouloir souffler et dire stop, c'est fini. Dès qu'elles dégringolent, ben, plus de valeur. Ça, c'est le danger pour les personnes qui réussissent. C'est de devoir tout le temps. Elles n'ont pas le droit à l'échec, en fait. Tout le temps réussir. Et puis, on a les autres qui, depuis qu'elles sont petites, petits, pas de valeur, pas de valeur, pas de valeur. Et là, on se retrouve dans autre chose. Et pour les autres, le danger, il peut y avoir un danger. Hein. Un des dangers, c'est de ne jamais y arriver à ce moment-là. Donc, de croire qu'on a zéro valeur. Donc, plus oser faire, ni rien. Plus rien, en fait. Et donc, d'être complètement bloqué. Ou de tomber sur une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions, qui a elle-même des troubles, on va dire, et qui va la valoriser une fois. Et là, c'est fini. Elle va se retrouver dans une toile d'araignée. Ça peut être une personne ou un groupe. Et quand je dis groupe, ça peut être une secte. Et de se retrouver, parce qu'elle est valorisée avec ce groupe, avec une personne, une secte, à y rentrer à 200%. Et être vidé de son énergie, en fait. Parce que première fois qu'on l'a valorisé et qu'on lui a donné de l'importance. Donc vous voyez les portes, je ne rentre pas trop dans les détails parce que ce n'est pas le but de ce cours-ci, mais c'est juste où je vous amène juste à réfléchir sur des choses qu'on a amené à répéter. Hein. Le pire c'est quoi? C'est que les profs, moi qui étais prof, il y a des profs qui répètent, ils en ont peut-être souffert, ils répètent la même chose, chaque fois répéter, répéter. Parce que moi, quand je suis sorti de l'école, c'était en 2003, donc l'année du bac, c'était 2003, et je me suis retrouvé 10 ans après à rentrer dans l'enseignement en tant que prof. 10 ans après, ça n'a pas changé, hein. Le système toujours le même. Et j'ai donné cours jusqu'en 2020. Et ça n'a pas changé. Même avec les nouveaux profs qui arrivent. Sauf quelques exceptions, heureusement. Dans les profs, alhamdoulilah, il y a des gens qui ont cette rahma et tout, et qui font des efforts et tout. Donc, je parle du système complet. Les exceptions dans le système, voilà. C'est le système qui m'intéresse. Mais il y a des gens exceptionnels. Et quand je dis exceptionnel, c'est l'exception qui, alhamdoulilah, même en tant que prof et tout, et j'en ai eu même moi, hein, de temps en temps, il y avait des profs qui te donnaient cette lueur d'espoir, en fait. Qu'il y avait des paroles qui te réparaient. Mais d'autres, c'était l'inverse, qui te brisaient en fait. Et en général, celui qui te brise a plus d'emprise sur ta psyché que celui qui te répare. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus facilement brisé que réparé. C'est ça que j'ai envie de dire. Quand vous prenez un verre, briser le verre, c'est trop facile en fait. Vous prenez le verre, tac, vous le lâchez une fois, il est brisé. Recoller les morceaux, c'est quoi le plus facile? Briser ou réparer? C'est briser, c'est plus facile. Casser, c'est plus facile que de réparer. Hein. Ça prend moins de temps de casser. Mais pour réparer, c'est autre chose. Et là, nous, on est là pour nous réparer et, Inch'Allah, accompagner les gens aussi à faire le travail de réparation. Alors, ici, c'est vrai, et c'est fatigant aussi d'avoir trop d'objectifs parce qu'on s'intéresse à plein de choses. Et pour ma part, je dis, la vie est courte et on devrait rendre des comptes sur notre temps. Donc, je me dis, on doit apprendre, faire et essayer d'atteindre l'ihsan, l'excellence. Hein. Or, je sais que l'ihsan, ce n'est pas que le faire, ou le avoir, ou l'avoir plutôt, mais plus l'être. Oui, l'ihsan, c'est l'être. En fait, il faut miser sur l'être. C'est pas facile. Hein. Donc, l'exercice, il n'est pas aussi simple que ça, parce que dès qu'il y a conditionnement, conditionnement, ça veut dire qu'il y a des choses, on ne les voit même pas. Et le but aussi des séances que je fais avec vous, c'est d'aller voir là où en fait, le mal, le truc, il est tellement fait. Comment on va dire ça? Il y a des choses, en fait, on a tellement été conditionné
par rapport à certaines choses que pour nous, il serait impensable de les remettre en question. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a été tellement conditionné depuis petit à certaines choses que pour nous, c'est évident, ça doit être comme ça. Ou c'est comme ça. Et que s'interroger là-dessus, ça ne nous viendrait même pas en tête, en fait. Et moi, ça m'intéresse d'aller tout interroger. On va tout interroger. Parce que dès qu'il y a conditionnement pour moi, il y a l'idée de se dire, est-ce que ce conditionnement, c'est quelque chose qui m'apporte du positif dans ma vie, une bonne chose, parce qu'il y a des conditionnements bons, hein, donc le conditionnement, il n'est pas à condamner. Hein. On a besoin de conditionnement. Hein. Si d'une certaine manière, je suis capable de faire pas mal de choses aujourd'hui, c'est par des conditionnements. Hein. Donc écrire aussi, on a appris à écrire d'une certaine manière, c'est du conditionnement, parler, lire et tout, donc on a besoin du conditionnement. Mais après, il y a, dans tout ce conditionnement, tous ces conditionnements, il y a des choses pour moi qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes, desquelles il faut se débarrasser. Et le travail, il est là. Quoi. Alors ici, j'ai raté mon bac aussi, et je me disais la même chose au niveau de ma valeur seulement 10 ans après. Je l'ai repassé quand même pour me prouver que je suis capable quand je le veux. J'avais pour objectif de valider une licence derrière, c'était mon rêve. Ah, subhanallah. Ben, c'est lié justement comme une revanche par rapport au passé. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, donc je le repasse pour me montrer que je suis capable. C'est pas un mal, hein, mais on voit qu'il y a une blessure en fait. On voit qu'il y a une blessure derrière en fait. Quelque chose à aller réparer. Pour pouvoir avancer dans la vie. Mais c'est une blessure. Alhamdulillah, oui, c'est Allah qui a permis de réussir avec mention, masha'Allah, avec les causes à fond au bout de la 4e fois. Alhamdulillah, c'est pas le nombre de fois qui compte. J'ai envie de dire le fait que ce soit 4 fois dit beaucoup plus de choses positives sur toi que si tu l'avais eu en une fois. Parce que ça montre de la détermination. Donc j'ai envie de dire que les personnes qui galèrent et qui font quand même et qui arrivent ont plus de mérite à mes yeux que la personne qui réussit du premier coup, parce que ça montre l'état d'esprit, en fait, ça montre cette détermination, parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes facilités. Il y a des gens qui ont des facilités déconcertantes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné, et d'autres qui galèrent, en fait, qui galèrent. Ah, ici, je te rejoins par rapport aux jeunes. Donc, je fais des ateliers pour des collégiens, et le regard qu'on porte sur eux, et les mots utilisés sont très importants. Et un mot, on peut soit aller au bout de l'atelier, ou alors tout arrêter si les jeunes se sentent jugés ou dévalorisés. Ah ouais, c'est plutôt en un mot, pardon. En un mot, on peut soit aller au bout de l'atelier, ou alors tout arrêter si les jeunes se sentent jugés ou dévalorisés. Ouais, en fait, tu bloques. C'est-à-dire que dès qu'il y a un jugement, une parole, en fait, par laquelle l'autre sent qu'il est diminué, ça peut complètement le bloquer. Complètement, hein. Même pour quelqu'un qui a un potentiel énorme. Ça le bloque complètement. C'est pour ça qu'il faut être attentif. On revient à ce que j'ai dit. Il y a une séance, on avait dit attention aux mots. Et on a vu le cas aussi avec Siam quand elle avait témoigné par rapport à sa sœur et son papa, Allah yarhamou, avec la question de lui couper les cheveux, que des choses auxquelles des fois on ne prête pas attention, elles ont un impact particulier sur notre cœur. C'est ça l'être humain. C'est ça être un être humain. Alors j'ai des proches qui ont passé plusieurs fois leur permis et qui l'ont raté, et elles me disent toujours qu'elles sont nulles et qu'elles ne sont pas capables d'avoir leur permis. Du coup, elles remettent tout en cause. Ça me fait de la peine et je ne sais pas toujours quoi dire. Elles savent que tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puisqu'elles sont croyantes. Oui, mais de nouveau on revient au conditionnement. Si elles ont été conditionnées depuis l'école à considérer que l'échec, c'est l'échec de soi, et que si on rate, on ne réussit pas, ben on est nul, on n'a pas de valeur. Ben, le problème, c'est que à chaque fois qu'elles seront confrontées à, on va dire, un objectif dans lequel il y a la réussite et l'échec, ben elles vont être amenées à se dire la même chose tant qu'elles ne se débarrassent pas de ce jugement, parce que c'est un jugement, que ma valeur dépend du résultat. Donc c'est valable pour le permis, c'est valable pour les études, c'est valable pour un entretien d'embauche, c'est valable pour tout. Alors oui, tout à fait d'accord. D'accord, donc croyance et intention, ça donne un cheminement et résultat de fou pour l'avoir vécu. Exactement, donc une bonne croyance bien ancrée, donc on revient comme ça, on rajoute la TCC, donc on revient. Il y a des schémas de pensée qui ne sont pas les bons, desquels on doit se débarrasser. Parce que tant qu'on les garde, ça active des émotions
qui ne vont pas nous servir à ce moment-là. Et au niveau de l'action et du comportement, on ne sera pas à 100%. Et donc notre devoir à nous, c'est d'aller interroger ces schémas de pensée qui bloquent. Et la personne qui fait de l'accompagnement, elle doit aller visiter ça, poser des questions à la personne, comme je l'ai fait, hein. Point de départ de tout ce qu'on est en train de faire là, c'est la sœur qui me disait, son angoisse, son stress, c'est de se dire quand bien même elle arriverait à ces objectifs-là, elle se dit, ouais, de nouveau, il y aura d'autres après, d'autres après, d'autres après, et en voyant ça, elle se dit, c'est interminable. Et donc, je vais jamais souffler, je vais jamais me reposer. Toujours des trucs, toujours des trucs, toujours des trucs. Et donc, sa perception, elle, par rapport à ça, c'est que c'était négatif d'avoir chaque fois des objectifs par après. Et en discutant avec elle, elle est ressortie avec l'inverse, en se disant, en fait, c'est top, tant mieux qu'il y ait à chaque fois des objectifs. Et donc là, en lui disant ce que je lui ai dit, elle, j'ai vu qu'elle a intégré, parce que ça se voit sur le non-verbal, bah, elle ressort de la consultation avec l'idée d'être OK quant au fait d'avoir chaque fois des objectifs. C'est cool, c'est bien. Et que pour chaque objectif, elle prendra le temps qu'il faut, parce que c'est le chemin qui compte. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En lui disant ça, bah, les actions qu'elle sera amenée à faire sont des actions où elle est détendue, elle sera détendue, elle sera plus à l'aise. Et la consommation énergétique de ces actions sera la plus économique, A++ si vous voulez. Maintenant, quand vous achetez des appareils, ils mettent des lettres, et des fois, quand c'est vraiment économique, c'est A++. Je crois que c'est 3 fois plus. C'est du A++. Alors que nous, souvent, on est dans le conditionnement à faire des actions en étant en mode D, une consommation d'énergie incroyable. Parce qu'il y a trop de choses derrière, en fait. Et moi, ce que je veux d'abord pour vous, hein, ici, et puis pour les personnes que vous allez accompagner, et pour moi aussi avec vous, c'est qu'on se retrouve chacune à être dans le A++ dans tout. D'où les zones, je vous parlais de la zone verte, la zone rouge, la zone verte, orange et rouge. On se retrouve souvent dans la zone rouge parce qu'au moment de faire des choses, ça nous prend trop d'énergie en fait. Il y a une consommation énergétique colossale dans chaque action. C'est normal qu'on ne peut pas tenir comme ça. Donc, allons vers le A++. Pour ce faire, on va se déconditionner et se reconditionner avec un bon conditionnement basé sur sur notre croyance, nos croyances, qui sont libératrices, hein, bien évidemment. Donc, je lis la suite. Donc, subhanallah, d'accord. Donc, ça, j'ai vu. Subhanallah, tu enfonces le clou par rapport à mon coaching fait avec mon groupe. La thématique était l'école et mon fils. Ah, bah, tu vois, Taco, attention à la reproduction. Donc, ça tombe bien que je dis ça parce que effectivement, tu es maman aujourd'hui, tu as des enfants. Attention à ne pas reproduire ce qu'on a fait avec toi et qu'on a fait avec des milliers d'enfants, si pas des centaines de milliers d'enfants. Donc, lui rappeler que sa valeur n'a rien à voir avec les résultats. L'accompagner pour réussir à l'école, en lui rappelant que sa valeur n'a rien à voir avec les résultats. Et moi, c'est pas que de la théorie, hein. Moi, je suis responsable de 2 enfants. J'en ai un de 18 et l'autre de 12 ans. Bah, celui de 18, à un certain moment, il n'en pouvait plus de l'école. Je lui dis, ok, si t'en peux plus, il n'y a pas de problème. Je dis, ta valeur, elle n'a rien à voir avec les études. Je lui dis, moi, je m'en fous du diplôme et tout. Moi, je sais ce que tu vaux. Chaque fois, je lui dis, tu as du potentiel et tout. Et tu trouveras ton truc. Donc, cool, ton père, il est avec toi. Je dis, pour moi, tu as déjà de la valeur. Je suis fier de toi sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Comme t'es, je suis fier de toi. Ben, je sais que mes paroles, elles aident en fait, parce que je vois le visage non verbal. Donc je le décharge en fait. En disant ça, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de le décharger toute la pression. Je dis, t'inquiète, moi je suis là, tu vas y arriver, tu vas aller loin, Inch'Allah. Pas besoin forcément de l'école. Ça va pas l'école? Ben ça va pas. On va pas te forcer. Et d'ailleurs, je dis moi-même, j'ai un problème avec l'école. Je dis moi-même. Et je lui donne l'exemple de toutes les personnes qui ont réussi sans l'école. Pourquoi je suis capable de faire ça et de lui dire ça? Parce que j'en ai souffert moi. J'ai été éducateur pendant 15 ans avec des jeunes qui décrochaient de l'école. J'ai été prof, j'ai vu de l'intérieur. Je me dis, ce truc-là, c'est une machine à des fois à détruire les gens, en fait. Vraiment. Il y en a qui s'en sortent, mais il y en a d'autres qui sont détruits. Est-ce que moi, je vais participer à perpétuer ce système? Jamais de la vie. Jamais. T'as pas envie, tu peux plus. Ok, pas de problème, on trouvera autre chose. On est musulman. Plus important pour moi, c'est à l'intérieur que tu sois solide, psychologiquement et spirituellement. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a Internet, il y a des formations en ligne, il y a plein de choses. Ton risque, tu l'auras, tu l'auras. Ton risque, il est garanti par Allah, il n'est pas garanti par l'école. Et ceux qui ont des facilités à l'école, les accompagner. Donc, c'est pas, ici, dans ce que je dis là, c'est pas être contre l'école. Moi, je n'ai pas un combat contre l'école. Mon combat, il est lié à un système qui broie certaines personnes, pas mal de personnes. C'est contre ça que je lutte,
contre le fait de broyer. Mais ceux qui arrivent, tant mieux. Ceux qui passent par le circuit de l'école et que, alhamdoulilah, ils se sentent émancipés bien dans leur peau, ils arrivent, il faut les encourager. Donc c'est pas l'idée de dire sortons toutes et tous les enfants de l'école, machin, non. C'est l'idée de se dire, ok, à l'école essaie de faire son travail, il y a des gens, il y a des profs qui essayent de faire de leur mieux, vraiment qui sont impliqués. Donc il ne faut pas de nouveau dire tous les profs, etc., etc. Mais soyons attentifs et attentives par rapport à ceux desquels on est responsable, de ne pas nous retrouver, nous, dans notre manière de leur parler, de les accompagner, à nous retrouver dans un système, en fait, qui va les broyer. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Donc il faut leur expliquer que l'école, c'est pas la perfection. Donc leur expliquer le système, comment il fonctionne, l'école. Et s'ils ont la force de continuer, qu'ils ont compris le système, ben, tant mieux pour eux. Et s'ils n'ont pas la force et que ça parle pas et que leur dire qu'il y a d'autres chemins, tout simplement. Mais que leur valeur, elle est là, en fait. J'ai pas besoin que tu me ramènes un diplôme, moi, pour me dire que tu as de la valeur. Demain, les deux ont un doctorat. Pensez que réellement, ce que moi, je vais me dire avec ces deux doctorats, waouh, c'est bon, j'ai réussi mon éducation. Parce qu'attention au narcissisme aussi. Hein. Des fois, la réussite scolaire des enfants est vue comme la réussite de l'éducation parentale. C'est-à-dire que si mes enfants réussissent à l'école, donc c'est moi qui ai réussi en tant que père. Je suis un bon père. Si mes enfants ne réussissent pas à l'école, je suis une mauvaise mère et un mauvais père. Là, c'est du narcissisme. Mais ça, moi, c'est pas ça qui dit que si je suis un bon père ou pas un bon père. Moi, je considère qu'un bon père et une bonne mère, c'est celle ou celui qui donne de l'amour, qui donne de la rahma, qui communique, qui comprend, qui facilite, qui trouve des solutions, qui encourage, qui est empathique. C'est ça être un bon père et une bonne mère pour moi. C'est pas le diplôme. J'ai pas besoin moi, de me dire ah ils vont avoir un doctorat et donc je vais pouvoir me dire ah j'ai des fils, les deux sont chirurgiens. Pour moi, chirurgien et sans les valeurs d'Allah dans le cœur, je vais être triste. Plus important, même s'ils sont éboueurs, ils balayent les rues, des bonnes personnes, avec des valeurs, une éthique, droit, loyal, respectueux, bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, je suis fier de toi, même si tu balayes les rues. Pour moi, là, t'as de la valeur à mes yeux. Donc, c'est pas opposé l'un à l'autre, hein. Ça veut dire qu'on peut être de super musulmans et être, voilà, des enfants qui ont une valeur avec de grands diplômes. Donc, c'est pas, de nouveau, on n'est pas dans une discussion diplôme, pas diplôme, petit job, pas petit job. C'est pas ça. C'est pas le cœur de ma réflexion n'est pas à ce niveau-là. C'est qui t'es en fait. Ok, t'es docteur chirurgien, mais t'as quoi dans ton cœur en fait? Qui t'es? Ta valeur, elle est liée à ce que t'as à l'intérieur de toi. Ok, t'es balayeur, on te voit comme le petit niveau tout en bas, mais dans ton cœur, qui t'es? Ta vraie valeur, elle est là. Et je vous dis ça à méditer, parce que c'est un long thème. Alors je regarde ici, j'ai des proches qui ont passé. Donc attends, Taco, est-ce que j'ai lu? Parce que donc ça j'ai lu. Attendez, je t'arrive à Taco. Taco, elle est là, donc elle parlait de son enfant. Ouais, donc c'est bon, Taco, j'ai vu. Alors le lien entre la croyance et l'intention voudrait dire que si nos croyances ne sont pas les bonnes et qu'elles sont limitantes, elles faussent nos intentions. Et donc nous garderons. Et donc elle nous garderait plutôt. Et donc nous garderait dans nos schémas cognitifs récit interne. Et si j'ai bien compris, tout viendrait de nos croyances. Et que c'est le levier. Oui, bien sûr. Tout vient de la croyance, en fait, parce que ton intention sera liée à ta croyance. Si, par exemple, en termes de croyance, dans ma tête, je me dis, voilà, que le seul moyen de pouvoir avoir de la valeur, c'est d'atteindre tel résultat, mon intention, c'est quoi? C'est de réaliser la chose, ok, d'avoir le résultat, pas pour le résultat, pas pour la cause, mais pour ma valeur. Donc cette croyance-là, bien évidemment, qu'elle définit mon intention. Parce que ça part chaque fois des croyances, en fait. C'est les croyances profondes qu'on a qui déterminent nos intentions. J'ai envie de dire que l'intention est la fille de la croyance. On peut dire ça comme ça, de nos croyances. La fille, hein, parce que c'est elle, la croyance, celle qui la met au monde. Alors pour reprendre l'exemple de passer son bac, donc ici, passer son bac n'est pas un moyen parmi les moyens de guérir de ses blessures. Donc ici, la personne me dit, est-ce que par exemple le fait de passer son bac, est-ce que ce n'est pas un moyen parmi les moyens de guérir de ses blessures? Quand j'ai un objectif, je n'ai pas pu l'atteindre,
pour certaines raisons, je regarde si c'est vraiment important pour moi, je fais la prière de consultation et je me refixe cet objectif jusqu'à l'atteindre. Ça fonctionne pour moi. Est-ce que atteindre le bac, ça guérit ou pas? Ça dépend, j'ai envie de dire. Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Parce qu'il y a un risque, c'est que si tu as une blessure liée à la réussite par rapport au bac, ok, et qu'à un certain moment, tu as besoin de revanche, et pour pouvoir te guérir, tu te dis, ben, il me faut ce bac-là, le risque, c'est de rester de nouveau dans ce truc de ma valeur est conditionnée par mes résultats. Moi, c'est ça que je veux pas. C'est pas que tu refasses ton bac ou pas, tu peux refaire ton bac et l'avoir. Mais le danger, c'est de considérer que, en prenant ce chemin-là, de refaire le bac, c'est de considérer que le seul moyen d'avoir de la valeur, c'est d'avoir ce bac. Là, moi, ça me poserait problème en tant qu'accompagnateur. Par contre, si pour ta confiance en toi, là c'est autre chose, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est pas pareil. Si pour ta confiance en toi, tu te dis, je vais relever un challenge, un défi, pour me prouver que quand je veux, je peux, et ça n'a rien à voir avec ma valeur, alors là, pas de problème. Donc ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu essayes de nourrir avec ça. Est-ce que c'est ta confiance en toi ou ton estime de toi? Et confiance en soi et estime de soi, c'est pas pareil. La confiance en soi, c'est la confiance en mes capacités. Donc, ma capacité de réussir. Mon estime, c'est la valeur en fait. Ma représentation, c'est la représentation que j'ai de ma valeur. Et donc si tu vas refaire le bac pour la valeur, que l'objectif principal c'est le seul moyen d'avoir de la valeur c'est d'avoir le bac, te dire c'est vraiment comme ça, le seul moyen d'avoir de la valeur c'est avec le bac, si j'ai pas le bac j'ai pas de valeur, pour moi c'est pas une guérison là. C'est pas une guérison. Tu crois que c'est à ce moment-là la personne risque de croire que c'est une guérison, mais elle est de nouveau dans une blessure narcissique. Par contre, si elle se dit j'ai envie de relever ce défi, j'ai envie de me prouver que je suis capable donc de réussir quand j'ai des défis, et qu'elle se lance et qu'elle réussit et qu'elle se dit alhamdoulilah j'ai réussi, donc ça augmente sa confiance en elle. Effectivement, quand tu augmentes ta confiance en toi, ça joue sur la valeur aussi. Mais dans le premier cas, c'est pas ça joue sur la valeur, non. C'est de cette réussite dépend ma valeur, c'est pas pareil. Une chose qui nourrit ta valeur en toi n'est pas pareil qu'une chose en fait de laquelle dépend ta valeur. C'est pas pareil. Et donc le seul danger ici pour moi, c'est lié aux intentions et aux trucs profonds, c'est de considérer en fait que cette réussite est le seul chemin pour retrouver de la valeur que j'ai jamais eue ou que j'ai perdue. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça. Alors oui, tout à fait, une grosse blessure même qui l'empêchait d'atteindre un autre objectif qui me tenait à cœur. Alors le remède, c'était de réparer la blessure en repassant le bac. Et oui, la blessure a été soignée avec des ouvertures, alhamdoulilah. Vu que tu as répondu à la personne, prends en considération ce que j'ai dit juste avant. Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on a guéri d'une blessure, alors que finalement, c'est pas la vraie blessure qui a été soignée. Mais c'est un espèce de sparadrap sur une plaie, et on la voit plus en fait parce on l'a recouvert. C'est pour ça que c'est fin, la psychologie. C'est très chirurgical. Pourquoi c'est chirurgical? Parce que des fois on croit que c'est bon, on a fait le travail et que c'est réglé. Mais c'est une croyance en fait. Et qu'est-ce qui va montrer que réellement il n'y a pas de guérison? C'est une rechute. Une rechute. Donc ici, être attentive. Est-ce que finalement c'est vraiment la blessure qui a guéri? Et pour qu'il y ait guérison, pour moi, il faut enlever. C'est comme si ce qui blesse l'objet qui est à l'intérieur et qu'il faut arracher, c'est le résultat en fait. C'est du résultat que dépend ma valeur. Tant que pour moi l'objet il est là, tant qu'il est là qu'on ne l'a pas enlevé, même si on met tout ce qu'on veut dessus. Et des fois, moi j'ai déjà eu avec des copeaux de bois, donc petit bois en fait, dans ce qu'on appelle siddaré, nous on appelle ça le gataré, donc c'est du bois qui était rentré dans ma peau. Et ça m'avait fait mal, et j'ai enlevé le truc la tête. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a commencé à guérir, comme elle dit ici, donc elle parle de guérison. Mais ce qui était étrange, c'est que, ok, ça a commencé à guérir, je voyais plus rien, la vérité, je voyais plus rien. Mais je faisais ça et j'avais mal. C'est comme les ongles incarnés, c'est vous voyez pas et vous avez mal en fait. Et je dis, bizarre, j'ai encore mal. Donc j'ai laissé ça pendant quelques jours, je me dis peut-être que ça va passer. Je vois que non, j'ai mal, ça gonfle. Et il commence, en fait, ma peau, elle change un peu de couleur, et un peu de blanc comme ça qui vient là. Je me dis, c'est pas normal. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été ouvrir la plaie avec une aiguille. Vous pouvez me trouver un peu dingue, mais je n'avais pas d'autre choix, j'avais mal. Avec une aiguille. Et qu'est-ce que je découvre? C'est qu'au fond, à un endroit que je ne voyais pas, en grattant un peu,
il y avait un tout petit morceau de bois, mais vraiment minuscule, hein, à peine perceptible à l'œil, qui est encore là. C'est au moment où je l'ai enlevé et qu'après, c'est bon, là, j'ai vraiment guéri. Et de ce truc-là que j'avais vécu, subhanallah, j'ai tiré une leçon. Parce que moi, je suis comme ça, quand je vis un truc, j'essaie de tirer des leçons avec le psychologique. C'est de me dire, des fois, on a le sentiment, en fait, qu'on s'est débarrassé de l'objet qui crée la plaie, la douleur, parce qu'on a arraché une bonne partie. Mais il suffit qu'une infime partie du truc reste encore là pour faire en sorte qu'il y a toujours un problème. Il y a encore une douleur. Et qu'est-ce qui m'a permis de savoir qu'il y avait un problème? Parce que moi, je ne voyais plus rien. Pour moi, c'est bon, j'ai guéri, j'ai enlevé ce qu'il fallait. Mais pourquoi j'ai mal, en fait? Et pourquoi je sens qu'il y a comme... voilà, ma peau, elle commence à sécréter un liquide, qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ça qui m'a permis de savoir. C'est la douleur et puis ce qui se passait. Hein, le liquide qui apparaissait sous la peau qui me disait, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Il y a un truc, je croyais que j'avais soigné. Mais... Et en creusant, j'ai vu qu'il y avait le petit morceau. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Donc, attention au fait de penser que parce qu'on a atteint un résultat, on a une revanche par rapport au passé, que c'est bon, c'est de débarrasser du conditionnement. Pas forcément. On a simplement calmé une douleur sur une chose, mais le fond, il est toujours là. Le symptôme a peut-être, un des symptômes a peut-être disparu là, on va dire en apparence, mais en dessous, c'est autre chose. Et moi, il y a des éléments qui me permettront de savoir si c'est vraiment guéri ou pas. Quand je dis des éléments, c'est pas comme ça, hein. Mais par rapport à moi-même, quand je dis il y a des éléments qui me permettent de savoir si j'ai guéri ou pas, c'est je vais me retrouver de nouveau confronté à des situations et voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si finalement je me retrouve dans les mêmes mécanismes qu'avant, c'est je vais juste me dire, ah bon, que tu as réglé le problème du bac, mais le problème de fond, tu ne l'as pas réglé. Tu es encore dans l'idée que ta valeur dépend du résultat. Même si tu as réussi le bac, tu es toujours dans ce truc de ta valeur dépend du résultat. Parce que ça redémarre en fait. Donc tu n'es pas débarrassé de ça. Tu croyais te débarrasser de ça en réglant le bac parce que tu pensais que le problème c'était le bac, mais ce n'est pas le bac en fait le problème. C'est la représentation intérieure de la réussite. Que ce soit le bac ou autre chose, c'est la représentation de la réussite par rapport à ma personne. Donc, vous voyez que c'est très profond. Hein. Des fois, nous, on vise un truc. On pense que c'est que les études ou non. C'est un truc beaucoup plus vaste qui touche tous les champs intérieurs. C'est un thème général, celui de la réussite. À réfléchir, à méditer. Donc, j'ai dû rater l'explication sur le lien de causalité croyance-intention. Alors, croyance-intention, c'est simple. Si moi, par exemple, en termes de croyance, j'estime que, en tant que personne, le seul moyen d'avoir de la valeur, c'est la réussite. La réussite. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit dans les études, qu'elle soit... Voilà, c'est la réussite. Qu'est-ce qui va se passer? Cette croyance de « je n'ai pas de valeur », c'est une croyance en fait, va m'amener en matière d'intention à avoir un rapport à la réussite. Donc l'intention que je vais avoir par rapport au fait de réussir, c'est une intention. L'intention que je vais avoir de départ va jouer sur énormément de choses au niveau émotionnel, parce qu'on est à l'angoisse, le stress de l'enjeu en fait, et mon comportement. Par contre, si moi je me retrouve, on prend la même personne, on va prendre deux personnes. Il y a une personne qui a ce conditionnement de ma valeur est liée à la réussite. Ça, c'est une croyance. On a une autre personne, sa croyance, c'est ma valeur n'a rien à voir avec la réussite. Mais j'ai des objectifs qui me tiennent à cœur, vers lesquels je veux tendre. La première, c'est elle s'engage dans des actions, pas pour l'objectif en tant que tel, mais elle a besoin de la réussite pour se valoriser. Parce que pour elle, réussite est égal quoi? Me valoriser. La deuxième, dont la croyance n'est pas liée au fait de se dire le résultat, la réussite me valorise, mais elle recherche réellement l'objectif, donc c'est un truc vers lequel elle veut tendre, son intention à elle n'a rien à voir avec l'intention de la première. C'est quoi son intention à elle? C'est réellement, c'est son projet, on va dire. C'est pas sa personne, c'est son projet. C'est-à-dire que son intention réelle, c'est d'arriver à quelque chose lié à son projet. Que le projet puisse voir un jour, qu'elle puisse, je sais pas moi, à partir de son projet, faire telle et telle chose, apporter telle et telle chose. Mais elle ne va pas utiliser l'objectif recherché comme étant quelque chose qui est là d'abord et avant tout pour elle. Je ne sais pas si c'est clair, Mariam. Parce que là, on rentre même dans les intentions en islam, hein, et on rentre même dans ce qui, des fois, amène des associations hein, qui sont là pour les autres et tout. Il y a des problèmes d'ego. Hein. Il y a des problèmes d'ego parce que les problèmes d'ego sont liés, des fois, à un rapport à soi inférieur
Et le projet, en fait, est au service des blessures de la personne, des blessures narcissiques. Elle ne s'implique dans ce projet-là que pour ses blessures, en fait. Elle n'est pas là pour le projet lui-même. Et là, c'est des croyances liées à ce qu'elle se dit d'elle-même. C'est parce qu'elle se sent sans valeur, pas assez de valeur, que son rapport, en fait, à l'objectif et au projet est un rapport égocentré. Et ça va surtout se voir en groupe. Individuellement, c'est pas assez visible. Mais dès qu'on est dans un groupe, c'est là où ça commence à apparaître, en fait. Parce que, comme on est confronté avec des gens qui ont tous des intentions différentes, qui partent de croyances différentes, c'est là où ça va se manifester. Et je peux vous dire que même dans les groupes religieux, hein, dans les causes nobles, le nombre de cas où j'ai vu des égos qui étaient très présents, et c'est pas des personnes méchantes, hein, quand je dis égos, je suis pas là pour stigmatiser, au contraire, c'est avec beaucoup d'empathie que je dis ça, c'est des personnes écorchées par la vie, blessées avec des blessures narcissiques, qui se retrouvent en fait à s'impliquer dans une chose, dans le but de se réparer, dans le but de gagner de la valeur. Sauf que, en étant connecté à cette croyance-là de je suis moins, je suis inférieur et tout, l'intention profonde, des fois inaccessible, va créer des problèmes, va créer des difficultés dans le groupe, dans ceux qui vont piloter le projet ou l'association, à cause des blessures narcissiques. Et les blessures narcissiques, c'est une représentation qu'on a de nous-mêmes, donc c'est une croyance de nous. Et cette croyance, elle nous met en difficulté. Alors oui, donc cela en est presque perturbant pour moi. Est-ce que cela peut impacter aussi la mise en action? Oui, automatiquement, il faut comprendre. Dès qu'on parle de croyance et on parle d'intention, l'action va être polluée, va être influencée, va être façonnée à partir de nos croyances et de l'intention. Tout simplement. Si on souhaite se réparer, n'est-ce pas accepter que l'on est brisé? Donc, croyance sur soi-même négative. Alors pour moi j'inverse toujours les choses. Une personne qui se sent brisée, moi je vois pas une personne brisée, mais je vois plutôt une personne forte. Alors oui, elle a le sentiment d'avoir été brisée. Mais moi, c'est pas comme ça que je la percevrais. Mais je dirais plutôt qu'une personne qui est considérée comme brisée est une personne dont la carapace, le masque a été fissuré et brisé, et il y a un espace qui s'offre à elle pour être dans un éveil de sa spiritualité et de son âme. Parce qu'en réalité, ce qu'on a brisé, c'est pas elle, mais on a brisé une image, en fait. Une image qui aurait été un piège pour elle. Si elle n'avait pas été brisée, elle aurait porté un masque parmi les masques que la plupart des gens portent, et c'est ce masque-là qui est brisé. C'est le masque de l'ego et du narcissisme. Donc pour moi, être brisé est une opportunité d'éveil intérieur, comme une coquille en fait qu'on casse, tu vois, pour libérer, j'ai envie de dire le poussin, parce que dans coquille c'est un poussin. Donc j'estime que les personnes brisées sont les personnes les plus à même d'être elles en fait. Elles ont une opportunité. Être brisé, c'est une opportunité, pour moi. J'estime que j'ai fait partie des personnes brisées et je suis très content d'avoir été brisé. Parce que maintenant, j'ai pas envie de jouer au théâtre et de porter des masques. J'ai envie d'être moi-même. Et voilà quoi. Et de m'accepter avec mes défauts, mes faiblesses et tout. Et j'ai pas envie de porter de masque. Je pense que si je n'avais pas été brisé, comme tout le monde, je dis pas vous à tout le monde, hein, je dis comme tous ceux qui n'ont pas été brisés, je serais amené à porter un masque. Le masque que la société elle m'impose, le conditionnement, etc. etc. En croyant qu'en étant comme ça, je suis bien en fait, parce que je suis dans la norme. On se retrouve un peu dans Matrix en fait. C'est des petits robots qui sont là comme des piles dans un système. Donc pour moi, être brisé, c'est pas moi qui suis brisé en fait. C'est cette image dans laquelle je me projetais en fait, ce masque dans lequel je me projetais, ce costume de super-héros peut-être, ou de personne idéalisée dans ma tête qui a été brisé. Mais pas le vrai moi, au contraire. Ça me permet justement d'être moi-même en fait. Cette chose-là doit être brisée. Vous voyez que ça change tout quand on dit ça. Hein. Donc finalement, j'estime que les gens brisés ont une chance incroyable et qu'ils devraient avoir de la gratitude par le fait d'avoir été brisés. Parce que ce n'est pas la personne qui est brisée. C'est l'ego qui est brisé. C'est le miroir narcissique qui est brisé. Quelle chance, quel cadeau. Et là, on est là pour faire de la reconstruction. Nous.
Quand je dis la reconstruction, c'est en termes de perception, hein. C'est finalement d'accepter, en fait, de voir la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, elle est simple, elle n'est pas méchante, hein. Elle est simplement là pour nous rappeler qu'on est des êtres humains, des créatures d'Allah, dépendantes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que notre réussite n'est une réussite que par la grâce d'Allah, et que, voilà, que on est comblé par Allah, que tout vient d'Allah. Tandis que quand on n'est pas brisé, c'est moi, je, réussite, intelligent, réussite, carrière, machin, c'est que du vent en fait. Tout c'est moi, c'est Qarun en fait. Vous allez dans le Coran, celui qui était milliardaire et qui a dit j'ai eu tout cela par une science qui vient de moi. Donc c'est le moi. Lui, il n'a pas été brisé, lui. Il a eu des réussites. Il a eu tellement de réussites matérielles qu'il était super riche, adulé par les gens, sauf ceux qui avaient la foi. Donc lui, il n'a pas eu brisé. Et vous voyez ce que ça donne quand on n'est pas brisé. Donc je préfère faire partie des gens brisés. Et quand je dis brisé, c'est le miroir de l'ego qui est brisé très tôt. C'est venu très tôt chez moi, hein, à l'enfance, que de faire partie de ceux qui se regardent dans le miroir et tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es le plus fort, tu es le plus intelligent, tu es le plus. Très dangereux ça. Très dangereux. C'est la voie d'Iblis, le diable. Je suis meilleur que. Je ne cherche pas à être meilleur que. Meilleur, c'est m'améliorer tous les jours. Alors, est-ce que ça vous parle dans ce que j'ai dit là? Est-ce que je sais que je suis en train peut-être de déstabiliser certaines personnes. Ou pas, j'en sais rien. Hein. Mais ce que je dis là, ça peut être déstabilisant. Et c'est en vous parlant que j'en prends conscience. Hein, il y a des choses qui me viennent comme ça. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire là, truc de brisé, il est venu là maintenant, avec vous. Donc Allah, il met la baraka dans le groupe. Je ne pense pas que j'aurais été capable de dire ça à un autre moment, ou avec ces mots-là. J'aurais plutôt dit, ouais, il faut réparer. Et puis là, je me dis, non, Abou Bakr, pourquoi réparer? Briser, c'est bien finalement. Parce que finalement, toutes les personnes brisées que je rencontre en consultation, quoi, je trouve, c'est des personnes merveilleuses. C'est des personnes vraies, c'est des personnes qui parlent avec leur cœur, c'est des personnes qui se dévoilent comme elles sont. Donc, à partir du moment où elles sont brisées, elles deviennent vraies. Elles deviennent humaines, en fait. Comme moi, comme elles. Et je me reconnais en elles. Elles se reconnaissent en moi. C'est trop beau, ça. On ne doit plus faire le théâtre. En fait, on peut enlever nos masques et tout, et dire qu'on a mal, et dire qu'on a peur, et dire qu'on peut être triste, et dire que... Ben oui, pourquoi on ne pourrait pas dire ça? Bien sûr que j'ai peur. Comme tout le monde, je vais avoir des peurs. Quand je dis j'ai peur, c'est de choses dans la vie, bien sûr. Il y a des fois j'ai peur et tout, mais c'est humain, c'est normal, j'ai besoin d'Allah. C'est là où justement je construis un lien avec Allah particulier. Et j'aurai peur jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai pas à le cacher en fait. Nous on veut cacher. Quand on a peur, il faut cacher. Quand on est triste, il faut le cacher. Quand quelqu'un pleure, il me demande pardon, désolé. Mais non, pleure, t'es désolé de quoi en fait? De nouveau le masque. Et vous voyez briser le barrage en fait qui se brise quand on vit des chocs émotionnels. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens n'arrivent plus à retenir leurs larmes. C'est comme si ce barrage qui contenait notre réalité humaine, la vraie, il faut laisser le courant en fait, libre, il ne faut pas le bloquer, il ne faut pas le barrer. Ah non, on contient parce qu'on nous conditionne, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions. Non, pleure, ça fait du bien. J'hésiterai pas à pleurer si ça vient. Et ça me fait du bien de pleurer. Ah non, pardon, les gens, et même la dernière webconférence que j'ai faite, en introduction, j'ai dit ça aux gens. Et il y a encore des gens qui s'excusent. La personne, elle va se mettre à pleurer, elle me dit, ouais, pardon. Je dis, mais pourquoi? Je viens de dire que, pardon, tu m'as fait quoi? Mais vas-y, ça me fait du bien de t'entendre avec tes émotions. Tu es en train de me faire un bien fou. Tu me fais vibrer de l'intérieur. Je sens la vie circuler en moi. Donc laisse tes émotions sortir. Montre tes fragilités. Je suis aussi fragile, je suis aussi faible. Mais on s'aide. Et on s'appuie sur notre foi. Non, nous, tout ça, il faut cacher, il faut en avoir honte et tout. Mais non. C'est la plus belle chose pour moi, c'est ça. C'est de partager notre humanité, ce qu'on vit à l'intérieur. Moi, c'est ça que je trouve le plus beau, de kiffant. C'est pour ça que je fais des 7h30. Parce que quand les gens se permettent de parler vrai, mais c'est un délice pour moi. On arrête le théâtre, enfin la vraie vie. Et on est tous concernés par cette vie. Il n'y a personne qui échappe à ça. Sauf qu'il y a ceux qui vivent dans le théâtre et ils nous montrent que le beau côté, on voit ça dans les réseaux sociaux, et ceux qui en font une force en fait. C'est pas une faiblesse. C'est au contraire, c'est une force spirituelle qui se dégage de ça. Donc, être brisé, bonne chose.
Alors, faut pas chercher à se prendre des murs, hein. De nouveau, hein, quand je dis ça, faut pas aller dans l'extrême, hein. Mais je dis simplement que notre rapport à notre histoire et les moments où on a le sentiment d'avoir été brisé, c'est simplement les miroirs narcissiques qui se brisent. Mais c'est pas un mal. C'est pas un mal. C'est pas un mal. Ça veut pas dire qu'il faut aller voilà, se faire du mal non plus, hein. C'est pas ça que je dis. Alors, je vais regarder ce qui est écrit ici. Alors, waouh, très clair, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, très puissant, très puissant. Tout ce que j'ai fait là avec vous, comme ça vous comprenez au niveau théorique, je suis de nouveau dans les schémas de pensée. Donc la restructuration cognitive, vous avez une technique ici, vous voyez la technique comportementale ici en bas. Restructuration cognitive vise à la modification des systèmes de croyances dysfonctionnels pour d'autres plus adaptés. Donc vous voyez ça, comme ça je vous ai dit, j'essaie de passer maintenant d'abord par la pratique et la fin la théorie. Pour moi c'est beaucoup plus vivant, ça va vous toucher de manière beaucoup plus profonde. Ce que j'ai fait c'est ça. Donc ça s'appelle ce que je fais là, restructuration cognitive. Modifier. Je modifie les systèmes de croyances. Là, c'est des croyances dysfonctionnelles, qui n'aident pas en fait, dysfonctionnelles. Donc comme ça, vous avez comment ça s'appelle au niveau technique. Ok. Et il y a ici, vous avez, comme ça je vous montre aussi la théorie, hein. Vous avez ici, hein, donc dans je vais appeler ça ce cercle, ce disque, ce cercle, il y a l'idée aussi de casser le cercle vicieux des pensées et émotions. Moi, j'aurais pas utilisé négative, parce que là, j'ai pris une capture d'écran. J'aurais mis des émotions désagréables. Parce que j'estime que les émotions, elles ne sont pas négatives. Elles peuvent être désagréables ou agréables, mais elles servent à quelque chose. Donc, plutôt que de dire négative, je vais dire désagréable. Et donc, il y a une boucle à casser, en fait. Et pour pouvoir la casser, c'est avec la modification du système de croyance. Donc là, vous avez nos pensées créent des émotions. Tu penses à quelque chose, tu dis des choses de toi. Dès qu'on parle de pensée, on peut rentrer dans les croyances. C'est quoi des croyances? C'est des pensées que je pense être vraies. Ok? Puis, donc ça c'est pour les pensées. Puis ces pensées-là, donc ces émotions, nos émotions créent un comportement. Donc quand on a des émotions, nos émotions vont jouer sur le comportement. Faire ou ne pas faire, ça reste un comportement. Hein. Si j'ai peur, parce que je pense, si je parle, les gens vont trouver que je suis nul, que je dis n'importe quoi et tout. Ok, ça c'est ce que je peux me dire. Donc, je vais avoir peur de parler devant tout le monde. Si j'ai peur de parler devant tout le monde, l'un des comportements, c'est retenir. C'est un comportement intérieur, hein, de m'abstenir de parler, par exemple. Donc, on voit que les pensées et croyances, vous pouvez mettre les deux ici. Les pensées et nos croyances jouent sur les émotions, et ces émotions vont jouer sur nos comportements. Et les comportements, de nouveau, vont jouer sur les pensées. Parce que si j'ose pas parler et tout, de nouveau, en fait, je vais me dire, t'as vu, t'arrives même pas à parler en public, t'es nul, machin. Donc, tout ça, ça joue en fait. Alors, je regarde ce que vous m'avez écrit ici. Oui, moi. Donc oui, moi, même, je suis dans l'accueil, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, l'accueil est très important. Ça va même. Donc, oui, ça va, même si ça chauffe un peu. C'est bien quand ça chauffe. J'aime trop ces explications, c'est tellement vrai. Pour moi, c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Donc, il y a des gens brisés qui ne se remettent pas d'être brisés et sombres parce qu'elles sont trop attachées au miroir narcissique. C'est-à-dire que les personnes dites brisées qui sombrent, c'est parce qu'elles sont tellement attachées au miroir, j'ai envie de dire, de l'ego et du narcissisme, sans avoir conscience en fait que la réalité, la vérité est ailleurs. Elle n'est pas dans ce miroir qui déforme. C'est pour ça qu'elles sombrent, parce que leurs schémas de croyances dysfonctionnelles ne sont pas modifiées. Donc elles sont conditionnées, elles restent dans ce conditionnement. Donc briser, c'est on revient, quelqu'un est à zéro et on t'humilie. Ok, j'ai pas de valeur. C'est le fait d'y croire en fait, de croire que je n'ai pas de valeur parce que j'ai pas réussi dans les études, ou parce que je suis pas marié, ou parce que je sais pas quoi, parce que je sais pas quoi. Tant que la personne en fait, elle n'enlèvera pas, elle ne modifiera pas ses croyances dysfonctionnelles, elle va sombrer. Donc le problème, il est lié à quoi? C'est pas la parole de la personne, c'est pas le fait d'être brisé ou pas, c'est l'attachement que j'ai à ce miroir brisé. C'est tant que je suis attaché à ce miroir qui est brisé, à ce masque qui est brisé, que je vais sombrer. Jusqu'au jour où je me dis, j'ai pas besoin de ce miroir en fait. Il dit rien de moi en fait. Il déforme. J'ai pas besoin de ce masque. Le côté négatif, c'est la sensation de briser et donc de manquer d'énergie et de motivation et de volonté. J'ai peut-être la réponse, changer notre système de croyance et connecter cela à la miséricorde d'Allah. Oui, en fait, de nouveau, ça veut dire que faut vous rappeler, ici, très important ce que je vais dire là. L'erreur, c'est de croire que c'est vous qui êtes brisé. Non. C'est ça l'erreur, c'est de croire que le vrai vous, je répète, je préfère dire,
L'erreur, c'est de croire que, quand vous avez le sentiment d'être brisé, c'est de croire que c'est le vrai vous qui est brisé. Pour moi, ce n'est pas le vrai vous qui est brisé. Mais c'est le vous qui a des attentes. Donc, c'est vos attentes qui sont brisées. C'est le vous, projection dans le miroir narcissique, qui est brisé. Mais c'est jamais vous qui êtes brisé. Et donc, ça fait mal parce que vous êtes connecté à ça. On est connecté à ses attentes. On est connecté à nos projections narcissiques. Donc, quand on a des rêves qui tombent à l'eau, quand on a des attentes et l'autre n'y répond pas, oui, on se sent brisé. Mais ce n'est pas vous, le vrai vous, qui est réellement brisé. Mais c'est les choses desquelles vous dépendez, auxquelles vous vous attachez en fait, qui se brisent. Comme on dit en français, mes rêves ont été brisés. De vrais briser mes rêves, c'est projection dans le miroir narcissique, hein, quand on rêve en général de réussite, donc il y a moi et tout ce que je vais avoir et tout. Donc pour moi, c'est cette part narcissique qui se brise. Et toutes les attentes associées à cette part narcissique qui se brise. C'est pour ça que je dis tant mieux en fait. Mais ce n'est pas vous, le vrai vous, non. Mais c'est une sorte de projection de vous-même dans un miroir qui se brise. Mais si vous croyez que l'image dans le miroir, en fait, c'est comme, je prends une image, vous regardez dans le miroir et vous croyez que la personne dans le miroir, c'est vous, et que le miroir se brise, et que vous voyez tout qui est brisé, si vous croyez que ce miroir, c'est vous, c'est clair que ça fait mal. Et que vous voyez comme ça en mode déformé, c'est clair. Mais vous n'êtes pas le miroir. C'est ça la découverte aujourd'hui. Nouvelle croyance à rajouter, vous n'êtes pas le miroir dans lequel vous vous projetez. Donc on ne peut pas vous briser. On peut briser vos miroirs, mais pas vous. Clair, on peut briser vos miroirs, mais pas vous. Donc bonne nouvelle. Ici, barakallahu fik pour cette subtilité entre émotions désagréables et émotions négatives. Je préfère désagréable, aussi ça donne de l'espoir. Oui, c'est désagréable, pas négatif. J'estime que les émotions, elles ne sont pas négatives. Elles peuvent être désagréables, elles peuvent nous embêter, elles peuvent nous challenger, mais elles ne sont pas négatives. Mais comment faire pour se détacher de ce masque? Comment fait-elle pour prendre conscience qu'elle n'a pas besoin de ce masque puisque c'est son conditionnement? En fait, c'est la douleur. D'où le fait qu'ici, la souffrance, c'est un cadeau. Et l'image que je donne la plus forte, qui montre à quel point on est prêt à se débarrasser d'une chose, même qui est essentielle quand on a mal, on souffre, c'est l'arrache de dents. Quand vous avez une douleur atroce, qu'elle vous fait souffrir, vous acceptez qu'on vous arrache cette dent. C'est valable pour la dent, c'est valable pour un bras qui doit être amputé, etc. etc. On accepte qu'on nous enlève une part de ce qui est important pour nous. Qu'à condition d'en souffrir tellement qu'on n'a plus d'autre choix. C'est pareil avec le miroir brisé. Le seul moyen de pouvoir se déconditionner et de renoncer en fait à la projection narcissique dans ce miroir, au miroir comme dans Blanche-Neige, oh mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Le seul moyen de se défaire de ça, c'est bonne nouvelle, c'est la souffrance et la douleur. Bonne nouvelle parce que finalement on voit ici que souffrir c'est pas mauvais non plus. C'est désagréable, mais c'est tellement profitable pour celui qui sait saisir ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix. C'est comme une personne qui tient un objet auquel elle tient tellement, mais ça brûle, c'est un objet qui brûle, qu'elle n'a d'autre choix que de lâcher. Et là, c'est de lâcher quoi? Lâcher les projections narcissiques. Donc finalement, souffrir, avoir mal, c'est pas négatif. En soi, c'est pour ça que moi, j'ai jamais estimé que la douleur et la souffrance, en soi, c'était négatif. Par contre, ce qui, moi, me pose problème, c'est la souffrance qui s'installe parce qu'on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher la projection narcissique. Mon travail, il est là. C'est de dire aux personnes, c'est pas ta souffrance qui me pose problème, mais c'est l'objet que tu tiens qui te fait souffrir. Et là, c'est les projections narcissiques. Donc mon job, c'est de défaire les personnes de ça, parce que dès qu'elle va lâcher ça, elle souffre plus, comme une braise en fait. C'est comme si, vous voyez la projection narcissique, ce miroir, si c'est la personne qui, tellement son truc a été brisé, elle va avec ses mains en fait, elle se coupe les mains en fait avec le miroir en fait, elle veut vite le recoller. Détresse, on m'a brisé, vite je recolle. Mais tant que tu tiendras à ce miroir-là, tu vas te blesser les mains, tu vas t'écorcher les mains. Je vais prendre cette métaphore-là, elles viennent comme ça. Hein. Aujourd'hui, dans ce que je vous donne, il y a plein de trucs qui viennent comme ça, qui j'accouche des idées comme ça. Il y a tout un travail derrière, hein, mais il y a des choses qu'Allah la donne. Donc pour moi, c'est ça. Toute personne en fait qui essaie de recoller les petites pièces de l'image, de la projection narcissique, c'est à l'image d'un miroir qui est brisé par terre. Avec vos propres mains, vous allez, prenez les morceaux pour essayer de recoller quelque chose. C'est là où il y a un problème pour moi.
Parce que quand vous avez mal, vous vous coupez, heureusement, la douleur, elle est là pour dire stop, arrête, laisse tomber ce miroir, arrête, laisse tomber. Non, 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 mon image. Mais lâche, tant que tu seras amené à essayer de recoller les morceaux, tu te blesses, tu es en train de te blesser. Et le problème, il est là. C'est pour ça que ta souffrance, en fait, elle reste. Mais ce n'est pas ta souffrance le problème. Le problème, c'est tes mains. Vouloir recoller les pièces détachées de ce miroir qui te font souffrir. Laisse tomber ce miroir. Laisse tomber les projections narcissiques. Laisse tomber ce que les autres vont dire de moi. Parce que dès qu'on parle de miroir, c'est vis-à-vis des autres. Hein. Alors oui, on va dire, non, non, mais c'est pour moi. Oui, ok, pas de problème. Je peux pour vous, mais pour vous, c'est les autres aussi. Il faut accepter la réalité. On est des êtres sociaux, qu'on le veuille ou non, on a besoin de relations. On se nourrit de nos relations. Donc, un être humain, il n'est pas fait pour vivre tout seul dans une île déserte et de se dire, moi je suis bien avec moi-même, c'est bon. Non. Il a besoin d'amour, d'affection, des relations comme ça. Mais il faut lâcher. Donc, plein de choses. Hein. Là, j'ai l'impression que je suis occupé à faire de la thérapie là. C'est bien, un cours concret, c'est mieux qu'un cours que théorique, mais j'ai l'impression qu'on est en pleine thérapie là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de lâcher sa projection narcissique? Peux-tu donner un exemple concret? Projection narcissique, exemple concret, c'est certaines personnes en fait qui ont fait des études et qui rêvaient d'avoir le diplôme pour pouvoir être validé par la famille, validé par la société et avoir une image en fait, d'avoir de la valeur. Ça par exemple pour moi il y a du narcissisme. Pourquoi? Parce que finalement ces études-là ne sont pas faites réellement parce que la personne a envie de le faire, mais la motivation intrinsèque, inconsciente, c'est celle de la recherche de validation, la recherche de l'image en fait. Parce que dès qu'on parle de narcissique, c'est l'image en fait. Donc quand je dis validation, c'est l'image en fait. Tout ce que je fais est au service de mon image. En soi, le point de départ, il n'est pas mauvais. Hein. Donc moi, quand je vous dis ça, je ne suis pas dans l'idée de dire ouais, l'image, c'est pas important. C'est pas ça que je dis. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on se retrouve à souffrir, la souffrance, elle est là pour dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Et la plupart des personnes que je vois en souffrance, c'est des personnes qui ont un rapport avec la vie, les événements, liés à la recherche d'une certaine reconnaissance, d'une certaine validation des gens qui nous entourent. Mais avec des stratégies qui vont être mises en œuvre, qui vont se retourner contre la personne, ou qui vont rendre les relations, la relation avec les autres, les relations, très compliquées. J'ai du mal à trouver les mots, hein, mais je vois ça dans les groupes. Quand je suis avec des groupes en présentiel, dans certains groupes, je peux voir certaines personnes qui ont des blessures narcissiques. Ça se voit. Avec deux profils distincts, les introvertis et les extravertis. Introvertis avec des personnes qui s'effacent complètement et qui n'osent pas parler et tout. Et de l'autre côté, des personnes extraverties qui vont se retrouver à prendre beaucoup de place. Alors moi, je ne vais jamais juger qu'elles prennent beaucoup de place. Hein. Moi, j'observe et j'aime bien observer. Donc, moi, celui qui veut prendre la place, qu'il la prend. Je ne cherche pas la place. C'est pas ça qui compte, mais c'est des choses qu'on peut observer dans les faits. Personnes qui prennent beaucoup de place, ceci, cela. Et dans les deux, je vois des blessures narcissiques. Avec, d'un côté, des personnes qui ont une peur excessive, c'est plutôt les introvertis. Parce que pour moi, si je veux être sincère avec vous, pour moi, l'introversion et l'extraversion n'est pas forcément un trait de caractère du vrai vous. J'estime que le vrai nous, il n'est ni introverti ni extraverti. Il est juste lui-même. Que l'introversion, c'est une stratégie de défense. Et que l'extraversion est aussi une stratégie. Et quand on dit défense, c'est sécurité. Il y a des gens qui se sécurisent en prenant de la place et il y a des gens qui cherchent à se sécuriser en s'effaçant. Les deux cherchent la sécurité. Et là, on est dans des blessures, en fait, narcissiques. Et les personnes avec lesquelles je vois que c'est vraiment très sensible, c'est celles qui se blessent pour le moindre mot, en fait. Il y a des personnes comme ça. Une parole, ça les blesse.
Tu vois directement dans le visage. Ou une petite remarque qui n'est pas une remarque par rapport à elle, hein, mais juste une chose, tu vas dire un fait, ça les déstabilise complètement. Donc là, ça prouve qu'il y a des blessures en fait liées au narcissisme. Et donc, les projections narcissiques, c'est toujours des projections dans lesquelles ce qui va animer les pensées de la personne, c'est l'image. Retenez ça, c'est l'image. Projection narcissique, c'est je veux réussir. Mais le but de la réussite, c'est de prouver que je suis capable, prouver que j'ai de la valeur, prouver. Chaque fois, on est dans prouver en fait. Tandis que vous avez des personnes qui réalisent des projets, elles s'en foutent de prouver en fait. Elles ne cherchent pas à prouver. Elles cherchent à faire en fait, parce qu'elles aiment ce qu'elles font et elles y croient. Que ce soit elle qui est devant la scène ou une autre personne, elle se moque d'être devant la scène en fait. Elle ne cherche pas à être le super-héros, avoir le premier rôle. Ce qui compte, c'est que le projet, il avance. Le stade dans lequel je suis aujourd'hui, moi, avec ma propre personne, c'est que je suis animé par le projet. Parce que l'image me fait peur en fait. Quand je dis l'image, c'est parce qu'à la base, moi je suis plutôt dans les profils en termes de défense et de sécurité introverti. Introverti, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas chercher à m'exposer. Dans mon monde à moi, s'exposer, c'est dangereux. C'est risqué. C'est risqué de recevoir des critiques, des attaques injustes, etc., etc. Dans les stratégies qui ont été les miennes, c'est l'effacement qui est la stratégie la plus sécurisante. Et pas l'exposition. Alors que d'autres, c'est leur sécurité, elle passe par prendre de la place et tout. C'est une manière de se sécuriser. C'est s'exposer au maximum, en fait, de projeter une image d'elle qui n'est pas la vraie elle pour que les gens ne découvrent pas le vrai visage. Ce que je dis là, ça va piquer peut-être, mais c'est vrai. Il y a des personnes, les extravertis pour moi, une bonne partie d'entre eux, ce sont des personnes qui vont projeter quelque chose. Et c'est pour ça elles sont extraverties. Très rapidement dans un groupe, elles vont prendre de la place dans l'idée de projeter vite une image avant qu'on découvre la réelle version d'elle-même qui est cachée. D'où le côté extraverti. Donc finalement, cette extraversion pour moi n'est pas le vrai elle qui se déploie, mais un espèce d'elle qu'elles ont fabriqué, j'ai envie de dire, comme une sorte on peut dire masque, un masque comme ça qu'elles vont mettre, dont l'objectif inconscient est de cacher la vraie personne. Et donc la seule stratégie pour elles, pour ne pas être dévoilées, c'est l'extraversion, mais pas de la vraie personne. Mais de ce qu'elles estiment, elles, être la version la plus adaptée aux exigences de la société, du groupe, ou de ce qu'elles croient être bon. Mais cette projection-là, extravertie, n'est pas la vraie personne. Ça vous parle? Je vais vous embêter aujourd'hui. Est-ce que ça parle ou ça parle pas ce que je dis là? C'est fécond aujourd'hui, hein. Ça vient tout seul. Hein. C'est peut-être Zanzibar qui a fait ça. Mais là, ça vient comme ça. C'est des réflexions que j'ai pas vraiment eues. Elles arrivent maintenant. Donc quand on est extraverti, on n'est pas extraverti avec le vrai nous. Et quand on est introverti, on n'est pas introverti avec le vrai nous. L'introverti se cache en se taisant, en fermant la boîte. L'extraverti dévoile, mais il ne dévoile que le masque pour cacher le vrai. Et c'est inconscient. Il ne faut pas vous dire qu'il y a une volonté de manipuler. Elles ne sont même pas conscientes de cela. Même pas conscientes de cela. Alors je lis ici, et par rapport donc, au trauma, du coup, quand on a du mal à faire la paix ou accepter d'avoir été brisé, car croyance que c'est une cause qui m'empêche peut-être d'avancer, tu peux rajouter sur cela, s'il te plaît, barakallahu fik. Ça pique mais grave. Donc je reprends. Donc par rapport au trauma, du coup, quand on a du mal à faire la paix ou accepter d'avoir été brisé, car la croyance est-ce une cause qui m'empêche peut-être d'avancer? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'acceptes pas le fait que ce soit le miroir de l'ego ou la projection narcissique, tu n'acceptes pas que c'est cette partie-là qui est brisée, que tu es attaché à cette image-là, comme les filtres sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne peuvent pas se présenter sans filtre. Par exemple, tu vois, tant que tu n'accepteras pas
le fait que voilà, c'est cette projection narcissique qui a été brisée et que tu tiens à cette image-là, alors tu seras bloqué. Tu seras bloqué jusqu'à ce que tu acceptes en fait, de renoncer à cette projection. Mais si tu cherches à recoller les morceaux, tu n'avanceras pas. À part te blesser à chaque fois, il n'y aura rien d'autre. Le résultat, c'est chaque fois te blesser. Parce que quand un miroir il est brisé et que tu essaies de le recoller avec tes mains, tu ne feras que te blesser jusqu'à ce que tu lâches ça, c'est bon. Il faut abandonner. Abandonner cette image en fait, ou ce truc-là. Il faut abandonner. Sinon, c'est des blessures à répétition. Salam alaikum Aboubak, j'ai une question. Pourrais-tu nous donner les étapes à respecter lors d'une consultation? Ça viendra. On n'est pas encore dans la méthodologie pour pouvoir accompagner les personnes. Mais quand même, je te donne dans les grandes lignes. Donc, première étape, c'est d'écouter la personne, donc d'identifier avec elle pourquoi elle a pris la consultation. Donc, d'une certaine manière, pourquoi elle fait appel à tes services. Ça, c'est number one. 2, c'est de l'écouter et de voir si réellement la demande qui est la sienne est une demande, j'ai envie de dire, légitime ou pas. Ou c'est le fruit de l'ego, du narcissisme et des choses comme ça. 3, donc pendant que tu l'écoutes, il faut absolument quel est le sentiment que tu la comprends. Tu ne dois surtout pas lui donner l'impression que tu la juges, etc., etc. Donc d'avoir des mots par lesquels tu la rassures, ok. Et puis, étape 3, d'essayer de l'accompagner petit à petit, vraiment doucement, petit à petit, à modifier ses perceptions en fonction de ce que tu as vu comme croyance dysfonctionnelle, comme schéma de pensée en fait qui n'aide pas. De déconstruire en fait ces schémas de pensée-là, ces croyances dysfonctionnelles, et de lui proposer, si tu as des inspirations, d'autres schémas de croyances, en t'appuyant sur le Coran, la Sunna ou d'autres choses. Dans les grandes lignes. Mais on aura l'occasion de travailler vraiment sur comment on accompagne. Là, vraiment, on travaille sur les écoles, j'ai envie de vous dire, d'accompagnement. Alors ici, donc j'ai répondu à ça, très clair. Alors et moi j'ai le masque d'extraverti. Ben oui, vous pouvez en sous-groupe travailler dessus. Hein. Donc, parce qu'ici, il me dit on peut travailler dessus. Dans les sous-groupes, c'est bien de creuser un peu tout ça. Hein. Alors ici, donc alhamdoulilah pour cet apport, il te faut plus de voyages pour plus d'inspiration. Ouais, subhanallah, mais en fait, je sais pas comment expliquer les choses. Ouais, je vais les expliquer plutôt comme ça. C'est que des fois, on se rend pas de ce que ça peut apporter, on se rend pas compte de ce que ça peut apporter des fois une interruption. Parce que moi, ok, j'étais à Zanzibar, je suis revenu, mais je n'ai pas conscience des effets positifs à l'intérieur de moi. Et maintenant, quand je vous donne ce cours, je sens en fait qu'il y a, même le premier cours que j'ai donné, il y a quelque chose qui s'est libéré peut-être en moi. Peut-être la pression dans laquelle j'étais, la fatigue et l'accumulation. Et là, j'ai l'impression que j'ai une parole beaucoup plus libre et libérée. Et qui sort même du cadre en fait de ce que j'ai préparé. Parce que tout ce que je vous ai dit, il y a des éléments liés ici au cadre, mais il y a plein de choses, c'est venu là. Hein. C'est venu vraiment là. Et je me dis, c'est incroyable, il y a plein de choses là qui viennent, que je trouve intéressantes, hein, que je devrais même noter, de peur qu'elles disparaissent de ma tête, mais qui sont venues là, comme ça. Et que je trouve juste. Hein. Vraiment, au moment où je dis ça, je trouve ça, je me dis, ouais, mais c'est logique, c'est juste, en fait. Donc, subhanallah. Donc je découvre avec vous. Hein. Donc, j'ai pas de prétention de dire que c'était préparé et tout. Je découvre avec vous. Et je trouve ça intéressant à creuser. Je trouve pas ça intéressant parce que ça vient de moi. Je trouve ça intéressant d'un point de vue conceptuel et thérapeutique. Alors, pour faire la différence introverti et extraverti, comment devient-on introverti, extraverti? Des exemples, s'il te plaît, aussi. J'aime les personnes sociables et je le suis moi-même, mais je ne sais pas trop pourquoi. Je suis vite exaspéré par les extravertis. Alors, comment on devient introverti, extraverti? Aucune idée. Donc, vous savez que j'essaie d'être avec vous le plus véridique possible, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion chez les experts. Chez nous en islam, on a une théorie qui parle pas de l'introversion, de l'extraversion, mais dans laquelle on nous indique qu'il y a des choses qui sont innées. Chacun d'entre nous, il y a des choses qui nous sont propres, innées, qui ne sont pas forcément le fruit de l'éducation. Et de mon point de vue, je vous donne quand même un point de vue, donc je ne dis pas que c'est la vérité, l'introversion et l'extraversion sont peut-être liées à quelque chose de déjà installé en nous, qui nous amène à avoir un penchant, à pencher vers l'un ou l'autre. Ça, c'est l'hypothèse. J'ai dit hypothèse, donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais mon hypothèse, c'est que vraiment l'introversion et l'extraversion, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé en nous et qui n'est pas forcément le fruit de l'éducation. C'est l'hypothèse que j'ai pour l'instant. Si d'aventure elle change, ben je vous transmettrai. Mais pour l'instant, c'est
l'avis que j'ai. Et pourquoi des fois les personnes extraverties peuvent exaspérer, c'est parce qu'elles en font peut-être trop. Et peut-être que des fois on sent que c'est une projection en fait. C'est qu'il y a une projection. Donc c'est des personnes qui peuvent prendre beaucoup de place. Et donc ça va mettre en difficulté ceux qui ont du mal à prendre la place. Et puis on peut se retrouver dans un groupe avec plusieurs extravertis de niveaux différents. On a l'extraverti plus, l'extraverti plus, l'extraverti plus une fois et l'extraverti normal. Et donc c'est clair que quand vous avez une personne qui est extravertie et que d'autres veulent aussi prendre cette place et tout, ça peut jouer en fait, peut y avoir en fait comme un esprit, c'est comme si on se retrouvait, je sais pas moi, à 10 dans un 20 mètres carrés. Voilà, l'espace, l'être humain il a besoin d'espace. Après, on n'est pas tous égaux. Il y a par exemple, une personne introvertie, une place minuscule, c'est bon. Moi, je sais que je suis, par exemple, à la base, donc la manière avec laquelle je me mets en groupe, en fonction du groupe, hein, en fonction de la place qui est disponible, c'est plutôt celle des introvertis. Ça veut dire quoi? Que moi, quelqu'un qui prend de la place, ça ne me gêne pas, en fait. Parce qu'elle peut prendre la place. C'est pas un truc qui me challenge. Parce que je suis pas dans ce truc d'extraversion. Je suis là, je prends ce qu'il y a à apprendre. Je suis plutôt comme ça. S'il faut que je me taise et j'écoute, il n'y a pas de problème. Et comme j'ai ce côté aussi, j'aime bien observer, comprendre et tout, les extravertis, je les analyse en fait. J'essaie de voir ce qu'il y a derrière, donc ça peut être même passionnant. Ça, c'est parce que moi, je suis câblé comme ça. Mais c'est clair que dans un groupe où chacun a des besoins et tout, ça peut être quelque chose de challengeant. Donc, dès que tu es challengé par quelqu'un, il faut voir ça touche quoi à l'intérieur de toi. Et il faut savoir aussi que dans les familles nombreuses, il y a cette difficulté liée à la place. C'est-à-dire qu'une personne qui est née, je sais pas moi, dans une famille, 8 enfants, 10 enfants ou quoi, la question de la place et tout, ça joue en fait. Et donc il y a des choses inconscientes liées aussi à notre vécu, à notre enfance, qui va amener à des fois donc certaines personnes qui vont prendre beaucoup de place parce qu'elles ont le sentiment que si elles ne la prennent pas, voilà quoi. Et puis adultes, elles vont garder ça. D'autres donc c'est celles qui prennent la place, puis d'autres qui n'osent pas trop mais qui aimeraient bien et en difficulté, qui vont être gênées par les personnes extraverties parce qu'elles vont les voir, elles arrivent à le faire et l'autre n'arrive pas, et quand elle essaye, l'autre a pris trop de place et donc elles se sentent frustrées parce qu'elles n'ont pas pu prendre la parole. Donc il y a plein d'hypothèses qu'on pourrait émettre sur qu'est-ce qui fait que des fois certaines personnes, quand elles sont face à des extravertis, ça les met en difficulté, ça les exaspère. Et puis, il y a peut-être le fait de sentir que l'image qui est projetée, c'est de nouveau, c'est le paraître. Et ça peut agacer des personnes, parce que c'est que du paraître, en fait. C'est prendre beaucoup de place que pour du paraître, en fait. Que c'est l'ego qui est présent. Donc, ça peut déranger d'autres personnes avec ça. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, ici, et je sais que c'est... Donc, ici, et je sais que c'est en rapport avec mon ego, la face narcissique de la blessure. Ce serait vraiment un gros cadeau de travailler sur ces masques. Tout à l'heure, tu disais que certains prennent le masque de l'introversion et d'autres de l'extraversion. Et en réalité, le meilleur état intérieur est l'état d'équilibre. Oui, parce qu'en fait, quand je me pose réellement la question, si je ne suis pas en mode défense, en mode sécurité, je ne suis pas introverti. Je parle, j'échange, tranquille. Donc moi, quand je m'analyse, je découvre en fait que le mode introverti, c'est le mode défense chez moi, le mode sécurité. Mais que le réel moi, il peut parler, il peut rigoler, il peut faire ressortir ce qu'il a à l'intérieur. Donc je me dis finalement, quand je me qualifie d'introverti, c'est pas vrai au sens de ma réelle nature. C'est vrai au sens d'une stratégie inconsciente que je vais utiliser pour me mettre à l'abri, pour me protéger. Mais ma réelle nature, et je pense que la réelle nature de chaque être humain, c'est pas d'être recroquevillé sur sa personne en fait, c'est de pouvoir parler, d'échanger, de se sentir libre. Et j'ai vu énormément d'introvertis au départ qui, lorsque les personnes sont en sécurité, elles y vont. Hein. Donc ça prouve que c'est une stratégie plus que réellement un trait de caractère. Après, on peut dire que c'est un trait de personnalité, vu que personnalité est liée au masque, donc liée aux stratégies qu'on met en œuvre. Donc on pourrait dire que c'est un trait de personnalité, dans le sens où c'est une stratégie liée à la personnalité, au masque de protection. Voilà. Alors exactement, donc la place aussi dans la fratrie et la place que nos parents nous ont donnée participe à notre mise en place
À la mise en place de nos masques, exactement. Alors là, je prends encore les deux, puis je vais arrêter. Je viens de voir l'heure, parce que je dois accompagner le petit à la mosquée. Alors, je ne suis pas extraverti, pourtant les extravertis me fatiguent. Il faut dire que j'ai une sœur euh, qu'on pourrait, euh, qui pourrait plutôt, mais il y a écrit qu'on pourrait être qualifié d'extraverti. Qu'on pourrait qualifier alors d'extraverti, et c'est vrai que ça me blase trop. Mais bon, je l'aime quand même, lol. Alhamdulillah. Alors, il y a pas de juste milieu entre l'extraverti et l'introverti. Oui, rester naturel, c'est le milieu entre les deux. Donc, rester naturel, je pense. Je suis plutôt introverti quand je ne connais pas devant des inconnus. Je pense que je suis craintif face à l'inconnu. C'est normal ou pas? Oui, c'est normal, je suis aussi comme ça. Que dès que je suis dans un truc inconnu, insécurisant, je me protège. Salam alaikum, ma question, l'objectif de 2 heures pour la formation est toujours d'actualité. Oui, donc on va arrêter maintenant, parce que moi je dois prendre le petit. Donc je prends la dernière ici. Donc alhamdulillah, cette séance va nous permettre de travailler dans nos groupes respectifs. Très bon sujet. Oui, donc moi je vous invite à vous organiser dans les groupes, à vous rappeler de ce qu'on a fait, à travailler dessus. Mais avant, n'oubliez pas dans le groupe WhatsApp de m'envoyer vos 2 mots, et dans vos 2 mots, de peut-être les expliquer. Donc comment vous avez vécu la séance, ce à quoi vous ressortez, vous pouvez les expliquer. Les audios sont autorisés, comme les écrits. Ne me privez pas de cela, parce que je pense que la séance, elle a été intense, qu'il y a pas mal de choses qui ont été soulevées, que je trouve, même moi, je vais devoir revoir le replay, et peut-être les noter, parce que je pense que c'est des pistes très très intéressantes à explorer. Déjà pour soi, quand je dis ça, c'est pour moi d'abord, pour travailler sur ma personne. Donc n'hésitez pas à me partager vos infusions, elles sont plus que les bienvenues pour cette séance. Et n'hésitez pas à vous organiser dans vos sous-groupes pour travailler dessus. Sachant de nouveau que c'est recommandé et non obligatoire. Donc vous savez normalement dans quel groupe vous êtes, Inch'Allah. Ok. D'abord revoir le replay et puis il y aura certainement plus de 2 mots. Ok, pas de problème. Celles qui se sentent d'attaque pour déjà mettre les mots, vous pouvez le faire dans le groupe. Celles qui préfèrent ou ceux qui préfèrent attendre le replay, je travaillerai dessus aujourd'hui. Pour aujourd'hui, vous l'aurez, Inch'Allah. Comme j'ai fait plus ou moins 2 heures. On a fait vraiment 2 heures de cours. Ça va aller plus vite que quand je déborde. Donc voilà. Et pour le travail, c'est toujours le travail de 3. Donc de nouveau, moi je vous invite à vous mettre donc, en sous-groupe 3, 2, 5, je sais que certains sont 5, et de faire ce travail-là. Là, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au thème. On a abordé plusieurs thèmes. Et les thèmes que j'aimerais bien que vous soyez amenés à aborder, c'est la question des buts, du résultat en fait, de la réussite du résultat, de l'estime de soi. Donc je répète, il y a l'estime de soi qui m'intéresse, avec la question des objectifs du but, les croyances associées à soi, ce que vous vous dites de vous-même, de votre estime de vous-même, donc les croyances vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la réussite aussi, des objectifs, et éventuellement, on va rajouter quand même ça, est-ce que vous êtes introverti, extraverti, et comment vous l'expliquez en fait, votre introversion, votre extraversion, comment vous l'expliquez. Ok, donc je rappelle comment ça fonctionne. Donc si vous êtes 3, donc il y a une personne qui sera le thérapeute, l'autre personne qui sera la patiente, on va dire ça comme ça, puis une 3e personne qui observe, donc un observateur, une observatrice. Ok, vous faites l'exercice, 20 minutes, ça dépend, une demi-heure, 15 minutes, ça dépendra de vous. Ensuite, une fois que vous arrêtez, l'observateur parle en premier. Donc l'observateur va faire un retour sur comment la séance s'est passée, ce qu'il a ressenti, etc., etc., le rôle de chacun. Ensuite, chaque personne, chaque acteur, celui qui a pris un rôle, parlera aussi de la manière dont il a vécu son rôle de thérapeute, ce qu'il a ressenti, ses blocages, ses peurs, là où il se sentait bloqué, il ne savait pas quoi dire, quoi rajouter. Et la personne qui a été le patient, qui a joué le patient, pareil, mettre des mots sur comment elle a vécu la séance, est-ce qu'elle s'est sentie en sécurité ou pas, comprise ou pas, est-ce qu'elle a senti chez le thérapeute des choses qui ont pu la bloquer, vraiment témoigner de comment elle a vécu l'accompagnement. Et puis changer de rôle. Donc l'observateur deviendra le thérapeute deviendra le patient observateur. Et vous tournez comme ça, Inch'Allah. Ok. Donc on fait l'exercice, donc vraiment comme ça, et la personne, chacun joue le jeu vraiment pour du vrai, par rapport à vous-même. Comme ça vous aide. C'est l'idée d'être dans un vrai travail thérapeutique, en plus de vous former aux outils, mais aussi de travailler sur vous, de faire ressortir des choses. Parce que dès qu'on parle, en fait, on met à l'extérieur ce qu'on vit à l'intérieur.
Quand c'est à l'intérieur, c'est pas clair. Tout est dans le désordre, j'ai envie de dire. Pour faire du rangement, la parole, en fait, elle permet de faire ressortir et de voir ce qu'il y a dans le tiroir, tout ce qui est mélangé, pour faire le tri. Et donc, faites l'exercice réellement en prenant votre personne. Cette fois-ci, on ne joue pas de rôle, dans le sens où la personne qui est patiente, réellement, qu'elle prenne réellement ses émotions, ses pensées à elle, sa personne, qu'elle fasse l'exercice avec celle qu'elle est. Et le thérapeute, ben, l'accompagnera en fonction de ce qui ressort. Ok, everybody? C'est bon pour vous? Oui, je disais aux filles, il y a des choses qu'on peut avoir du mal à lâcher. De nouveau, vous avez la liberté de lâcher ou pas. Là, c'est au thérapeute de faire le travail. Ça veut dire que pour pouvoir lâcher des choses, il faut que la personne qui joue le thérapeute vous mette en sécurité. Et je vous donne un exemple. Moi, quand je fais des webconférences, on est à plus de 300 et il y a des personnes qui osent parler. C'est parce que je crée un climat en commençant le cours inconsciemment, hein, mais je parle de moi, je parle de situation, je me dévoile. Alors, vous avez les personnes qui, après, se sentent en confiance et devant 200, 300 personnes, ben, elles livrent des choses très, j'ai envie de dire, personnelles et intimes. Là, c'est un plus petit groupe. Donc, le but, c'est aussi vous de vous mettre dans une disposition qui crée de la confiance. Et c'est cette confiance qui va amener la personne qui est en face à se lâcher. Mais elle a le droit, vous avez le droit aussi de limiter. C'est à vous de décider selon votre ressenti. Je vais jusque là ou je vais pas jusque là dans la personne qui jouera le patient. Ok? Donc voilà, le but est d'externaliser et de nommer ses croyances. Voilà, le but c'est de mettre ça à l'extérieur, de voir, mettre des mots pour pouvoir voir un peu émotionnellement, qu'est-ce qu'il y a comme émotion, qu'est-ce qu'il y a comme pensée, qu'est-ce qu'il y a comme croyance. Et puis voilà, et dans le comportement, dans la vie de tous les jours, en quoi ça bloque ou pas. Donc ces trois éléments doivent ressortir. Donc les pensées, et quand on dit pensée, les croyances associées aux pensées, les émotions associées à cela, et puis dans les actions en fait. Inch'Allah. Et rappelez-vous de l'outil qu'on appelle la restructuration cognitive. Si vous sentez qu'il y a des choses à modifier, Allahu Akbar, il y a ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Okay, aujourd'hui, c'est surtout ça qu'on a fait, c'est de la restructuration cognitive, un des outils. Ok, everybody, c'est bon pour vous? Vous avez toutes les infos? Tout est clair, tout est limpide. Vous vous sentez d'attaque? Yes. Alhamdulillah, parfait, magnifique. En tout cas, moi, j'ai été super content de partager cette séance avec vous, parce que je l'ai trouvée très, très, très riche, très inspirante, et je vous ai dit, je dois la revoir. Il y a des choses qui sont sorties. Qui me seront très utiles pour le reste, Inch'Allah. Donc voilà. Qu'Allah vous illumine, qu'Allah nous accorde la récompense de cette assise, qu'il en fasse un acte d'adoration, qu'il en fasse aussi, qu'il fasse de ces séances des séances thérapeutiques qui nous aideront par sa grâce à pouvoir nous améliorer et tendre vers l'excellence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous une source de miséricorde pour celles et ceux avec lesquels on sera amené à interagir, que ce soit des amis, la famille ou même des personnes qui seront des patients, des patientes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le fait d'avoir cette clairvoyance dans ce qui se passe dans nos relations avec les autres, d'avoir cette clairvoyance aussi dans l'identification de ce qui bloque chez les autres, qu'il fasse que par sa grâce nous puissions réellement vivre cette mission de vie de manière à ressentir dans notre cœur un amour pour les autres et de la gratitude pour ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permet de faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi celles et ceux qui sont une source de miséricorde pour les mondes. Je n'ai pas dit que les musulmans, les mondes. C'est important d'avoir une miséricorde pour tout le monde. Qu'Allah nous préserve de toute parole, tout geste, tout comportement qui viendrait nuire aux autres. Et qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs, ses servantes les plus rapprochés. Qu'il nous compte parmi les habitants de l'Firdaus al-A'la. Et qu'il nous comble le jour où nous l'espérons, le jour où nous permettra par sa grâce d'avoir accès au paradis, qui nous compte par le fait de pouvoir nous délecter de la vision de son visage sublime, Amin ya Rab, et que les prières et les bénédictions soient sur notre noble messager, walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous mettrai dans le groupe, c'est-à-dire que dès que je fais le montage, dès que le replay sera disponible, je vous préviendrai directement dans le groupe. Je vous dirai replay disponible. Qu'Allah vous illumine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, everybody? Salam, everybody. Un peu d'anglais, ça fait du bien. Ça, c'est l'extraversion. Salam.